Donc on est très heureux d'accueillir Hassan Rachid, qu'on connaît déjà un peu ici, non seulement à l'UM6P évidemment, hein, mais aussi à l'Institut d'études avancées, puisqu'on avait déjà fait une sorte de débat, même ensemble, je me souviens. Exactement. Et Merwan Mekwar, qui est professeur à l'Université de York, apparemment au Canada, mais pas en Angleterre. Pas en Angleterre. Voilà. C'est un York différent, qui seront les deux intervenants de ce soir, et nous aurons deux discutants dont l'un est effectivement notre célèbre, qui est devenu célèbre, en tout cas à l'intérieur de l'IS, notre célèbre résident-chercheur. Voilà. Donc l'Institut d'études avancées, à nouveau, mais je pense qu'il y a des visages qui me donnent le sentiment que vous savez ce que c'est, mais il faut quand même préciser que son thème central, ce sont les transitions. Et donc, d'une manière générale, les anthropologues s'intéressent aux transitions. Enfin, ils ne peuvent pas ne pas s'intéresser aux transitions, il me semble, aux dynamiques de transition qui existent socialement, qui existent même dans les différents groupes sociaux. Alors là, on va avoir un thème qui est un thème à la base qui est quand même un thème classique de l'anthropologie au strict, c'est-à-dire le thème de la distance. La distance, c'est vraiment fondamental en anthropologie. J'avais, moi, juste à titre d'anecdote, lorsque j'ai été recruté comme professeur des universités en France, la personne qui était le dernier, enfin, on était en concurrence et dans la dernière ligne droite, parce que c'est un peu une course d'obstacles, dans la dernière ligne droite, celui qui se présentait contre moi, s'il avait fait sa thèse, c'était une thèse d'anthropologie, et sa thèse d'anthropologie était sur sa mère. C'est-à-dire que là, la distance était courte, enfin peut-être qu'elle était courte du point de vue géographique, mais peut-être qu'elle était lointaine à un autre niveau. Donc il a fait entièrement sa thèse de doctorat à partir de ça. Mais c'est possible en anthropologie de faire ça. C'est possible parce que l'important, c'est justement de travailler sur la distanciation, de savoir se mettre à distance, d'avoir même un regard éloigné sur soi-même, pour parler comme Lévi-Strauss. Donc moi, ça me paraît fondamental de discuter de cette question de distance, et de discuter de cette question de distance, non seulement du point de vue même strictement ethnologique, mais aussi du point de vue symbolique. Parce que là, on parle apparemment de la réflexivité et des rapports de pouvoir. Les rapports de pouvoir, ils sont liés à des jeux de distance. Enfin, la hiérarchie, c'est une forme de mise à distance. La notion même de hiérarchie, c'est une forme de mise à distance. Ça relève même le rapport qu'on peut avoir aux autres de ce que Nietzsche appelait le pathos de la distance. L'idée même de comment est-ce qu'on peut à la fois mettre à distance de façon négative, pour des raisons hiérarchiques, mais on peut jouer aussi sur les distances et sur les proximités, là aussi, de façon positive, parce que la solidarité aussi. Qu'est-ce que c'est que la solidarité? La solidarité sociale, c'est des formes de distanciation, de non-distanciation. Est-ce qu'on se sent plus ou moins proche des gens? Voilà, donc ça me semble être un thème absolument fondamental dans le devenir actuel de nos sociétés. Des sociétés qui semblent de plus en plus, ce qu'on leur reproche, c'est être dans un monde de plus en plus uniforme où nous sommes tous de plus en plus à distance, même si nous avons l'air d'être à proximité. Voilà. Merci. Merci à vous, merci pour cette introduction. Avec passion. Ouais. Merci. Merci pour cette introduction, Raphaël, et également je me joins à toi pour dire bienvenue à nos trois intervenants d'aujourd'hui. Que je vais brièvement présenter avant de prendre plus tard dans cette soirée la casquette du discutant. Professeur Hassan Rachid, anthropologue marocain de renom, membre de l'Académie du Royaume du Maroc, je m'autorise le droit de dire qu'il fait partie des pères fondateurs de l'anthropologie au Maroc, bien évidemment. Reconnu internationalement dans le champ de l'anthropologie comme contributeur majeur au renouvellement de l'étude des sociétés lointaines, c'est-à-dire étrangères, donc non occidentales. Donc ce sont des catégories que je lance comme ça, mais vous aurez l'occasion de revenir là-dessus, avec un point de vue bien sûr local. Il a apporté une critique qui remet en cause le regard culturaliste, mais aussi le regard structuraliste porté par les sociologues et les anthropologues occidentaux sur nos sociétés du Sud global, tant dans la période coloniale que dans la post-colonialité.
où s'établissent aujourd'hui de nouveaux rapports de pouvoir, de domination nord-sud. Donc auteur de plusieurs ouvrages cardinaux pour la compréhension des dynamiques culturelles, religieuses et politiques marocaines, entre autres, je cite « Le sultan des autres rituels et politiques dans le Haut Atlas » paru en 1992, « Symboliser la nation » 2003, « Le proche et le lointain, un siècle d'anthropologie au Maroc » 2012, et « Éloge des identités molles » en 2016. Et dans notre rencontre d'aujourd'hui, nous avons l'honneur de discuter avec l'anthropologue de son ouvrage paru récemment, en 2022, chez les éditions La Croisée des Chemins, « Devenir anthropologue chez soi ». Donc je vais faire circuler l'ouvrage, ainsi que le proche et le lointain. Donc c'est avec honneur que j'ai découvert en fait cet ouvrage qui m'a été offert par Saad Tazi, présent avec nous ici. Et je peux dire peut-être deux mots avant de passer à la présentation de nos deux autres intervenants. C'est que cette lecture ne laisse absolument pas en repos le chercheur qui, en sciences sociales, s'intéresse aux questions religieuses, culturelles et aux transformations sociales des sociétés dans le Sud. C'est un ouvrage qui interroge les grandes catégories et les grands récits fabriqués par une expérience d'anthropologie coloniale, mais aussi postcoloniale, à la fois dans le Nord sur nos sociétés, mais aussi dans nos schémas de pensée marqués par l'expérience de la pratique politique. En un seul mot, c'est un livre qui, pour moi, à mon sens, restitue la complexité des modes de pensée, qui nous apprend que la culture, la vie des gens compte, ou bien en tout cas doivent compter. Et non seulement les catégories de pensée construites, que ce soit dans les partis, dans les syndicats, dans les différents lieux de production du discours sur la société. Donc merci Si Hassan d'avoir fait le déplacement aujourd'hui ici à Ben Guerir pour participer à cette conférence de l'IAS. Notre deuxième intervenant, professeur Marwan Mkwar, qui a fait aussi le voyage depuis le Danemark, où il réside en ce moment, pour être parmi nous ce soir. Docteur en sciences sociales, en sciences politiques, à McGill University. Il est professeur agrégé au département de sciences sociales de York University au Canada. Ses travaux de recherche portent sur le processus de démocratisation et sur les processus aussi de contraintes politiques majeures qui pèsent en fait sur les sociétés post-coloniales, notamment au nord d'Afrique et au Moyen-Orient. Son premier livre s'intitule « Protest and Mass Mobilization, Authoritarian Collapse and Political Change in North Africa », paru à Routledge en 2016. Aujourd'hui, il vient nous présenter son dernier ouvrage, paru cette année, en janvier 2025. Je pense que c'est la première présentation publique du livre, édité avec la chercheuse Kira Dumé chez Oxford University Press. Doing Research as a Native, a Guide for Fieldwork in Illiberal and Repressive States. Donc un ouvrage passionnant qui peut être lu comme un manuel s'adressant aussi aux chercheurs locaux dans les pays du Sud pour donner une idée des sociétés dont il est question dans cet ouvrage. C'est un ouvrage qui traite de plusieurs sociétés comme la Bosnie, l'Algérie, le Pakistan, le Nigeria, le Brésil, Cuba, l'Égypte, l'Iran, le Nicaragua et d'autres sociétés où la question en fait des contraintes politiques majeures pèse sur à la fois les populations, mais surtout aussi sur les chercheurs locaux qui essayent en fait de comprendre, d'entrer dans une dynamique de compréhension de ces sociétés. Donc ce travail de recension d'expériences réflexives des chercheurs locaux met aussi en avant des difficultés rencontrées par les anthropologues, les sociologues non occidentaux, et renouvelle aussi le débat sur l'inégalité quant à la position du chercheur face au pouvoir suivant s'il vient du Nord ou il vient du Sud. Donc ces différenciations sont majeures en sciences sociales et cet ouvrage, je pense, c'est un lieu qui pose en fait ces questions de manière renouvelée. Donc notamment la question de l'invisibilisation aussi des chercheurs locaux quand il s'agit de dynamiques de recrutement dans les universités ou des dynamiques de rétribution et de reconnaissance dans le Nord. Présent avec nous aujourd'hui également pour discuter des travaux de nos deux anthropologues et politologues, Mohamed Gerlali, chercheur et conseiller en médiation auprès des organisations internationales et doctorant en sciences sociales aux universités de Casablanca et de Lausanne. Ses recherches portent sur les mouvements sociaux en Afrique du Nord. Il a étudié les sciences politiques à l'université Saint-Joseph de Beyrouth
Et il est titulaire d'un master en droit public de l'Université de Casablanca et mène aujourd'hui des recherches doctorales sur les dynamiques politiques au Liban et en Libye post-révolution, post-2011. Une précision importante, c'est que Mohamed Jrlali était étudiant formé par Hassan Rachek à l'université Hassan II de Casablanca. Il faut dire il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Non, c'est une précision. Il y a 20 ans, 25 ans. 21, 24 ans. 24 ans, voilà. Donc je donne la parole à professeur Hassan Rachek pour commencer ce débat. Écoutez, merci à l'Institut, merci à tous les collègues qui le portent. Merci pour l'invitation. Merci à vous pour votre présence. Je ne vais pas être très long, mais j'essaierai de répondre à toutes ces questions de façon relativement concise. Je vais insister sur la familiarité. Sur la familiarité, et vous savez, l'anthropologue chez soi est supposé être familier. C'est une supposition. On suppose que vous êtes marocain, vous êtes musulman, vous êtes berbère, etc. Vous êtes familier avec l'objet étudié. Et c'est un peu le revers de la distance. Vous l'avez, c'est facile à comprendre. Alors ma question, c'est quels sont les effets de la familiarité, pas de l'éloignement dans ce cas, parce que dans le proche et le lointain, dans devenir anthropologue, je me compare avec mes collègues occidentaux sur les différences, mais également sur les points communs entre nous. Je vais évacuer cette question-là, mais je vais un peu la traiter de biais. Alors, la familiarité, c'est quoi? C'est la capacité de comprendre directement les phénomènes sociaux étudiés sans passer par des explications, par des commentaires des informateurs. Vous êtes votre propre informateur. Tout à l'heure, Raphaël a parlé de la thèse de son collègue sur la mer. J'ai travaillé sur mes parents, j'ai publié sur mes parents, sur l'anthropologie. Le titre, c'est l'anthropologie des plus proches. Et croyez-moi, ce que j'ai appris dans des entretiens, tout ce qui était proche physiquement est devenu immense en parlant aux gens, en parlant à mes parents, durant quelque chose comme 25-26 ans. Donc la question de la familiarité, j'essaierai de l'interroger à partir de deux aspects. Il y a un aspect qui est relativement connu depuis Platon, jusqu'à Durkheim, en passant par Descartes et d'autres. Donc la familiarité comme obstacle. Vous pouvez ajouter épistémologique, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, mais comme obstacle. La familiarité, c'est un obstacle. Et puis, le deuxième aspect, la familiarité en tant que ressource culturelle. Donc, je vais un peu parler des deux. Et je terminerai par deux critiques très rapides sur les deux postulats qui sont liés à l'anthropologue chez soi. Le premier, c'est l'homogénéité de la culture marocaine. Ça peut paraître bizarre, mais quand vous lisez les anthropologues marocains, ils traitent Clifford Geertz, vous dites, bon, ça va, le Maroc, le désert, la ville, la tribu, et tout ça, c'est la même chose. Et je peux parler des Marocains, parce qu'ils sont interchangeables. Et vous pouvez trouver plusieurs des anthropologues qui sont trop précis par ailleurs, trop inspirants par d'autres aspects, mais bon, observez les Marocains, Moroccan Islam, l'islam marocain, etc., etc. Vous avez des séries, le Marocain est négociateur, he's always bargaining, etc., etc. Donc vous avez beaucoup de choses comme ça. Donc voilà la première critique. Vous êtes anthropologue chez vous, vous êtes familier, et vous êtes familier avec une culture qui est homogène. La prison totale. Donc vous n'avez pas où bouger. C'est vraiment une prison culturelle, ontologique totale. Et puis la deuxième critique, c'est la réduction de mon statut, ou de ma personne de Hassan Rachek, à mon identité culturelle et mon identité linguistique et nationale. C'est-à-dire dire que je suis anthropologue chez soi, ça veut dire tout simplement que je travaille avec les concepts vernaculaires et que je n'ai rien à partager avec mes collègues occidentaux. Alors que pour moi, le plus important, ce sont les affinités théoriques, pas les affinités culturelles, etc. Donc voilà en gros le schéma de mon exposé. Familiarité, juste pour
Il n'y a pas beaucoup de jeunes, bon, c'est pas grave. Vous êtes tous... Alors, quels sont les effets de la familiarité en termes de voile et de ressources? Je vais donner quelques exemples par rapport à cette conception de l'objectivité qui, depuis Platon, depuis les Grecs, la critique de la doxa, pour être objectif, pour faire de la philosophie, pour spéculer, etc., il faut sortir de step out, ça c'est pas moi, de step out of the community. C'est-à-dire il faut sortir de la communauté. Il faut être ni homme, ni femme, ni grec, ni etc. Donc il y a une objectivité que je ne vais pas discuter aujourd'hui, mais c'est se séparer. Donc là, vous dites familiarité. Je peux dire, bon, moi, si je veux être objectif, je dois sortir de ma familiarité. Je dois oublier que je suis marocain, musulman, amazir, homme, etc. etc. Je ne partage pas cette conception de l'objectivité. Si j'ai le temps, par la suite, je la développerai. Alors, maintenant, oui, je ne suis pas binaire, donc ressources et familiarité. Oui, ma familiarité m'a joué des tours plusieurs fois, en tant qu'anthropologue sur le terrain. Et j'ai beau enseigner la distance, etc., à mes étudiants, mais tu tombes toujours dans le piège. Lorsque je travaillais sur le sacré et sacrifice 1983, 84, 85, j'ai mis 2 semaines ou 3 semaines, sinon plus, à décrire l'immolation. J'ai décrit pas mal de gestes un peu exotiques, sacrifier au genou avec la main gauche, j'étais content, là, le citadin qui est en train de... Et puis l'anthropologue, c'est le pain béni, hein, la droite, la gauche, le mutisme rituel et tout ça. Ça, je l'ai décrit, j'ai demandé. Et je n'ai retourné à la description de l'immolation, c'est quand j'ai dit, bon, écoute, ils disent qu'il y a le mutisme rituel, la femme doit sacrifier le genou, il doit observer un tabou de parole avec la main gauche, mais dans l'immolation, qu'est-ce qu'ils font? La main droite, ils vont dire au nom de Dieu, Dieu est grand. Donc il y a quelque chose là qui... Et donc ce n'est pas ma familiarité qui m'a poussé à décrire le sacrifice, l'immolation. Eid Kbir, la fête du mouton, bon, j'ai grandi avec ça. Bon, il n'y a pas de mystère. J'écoutais, je regardais, mais je ne l'ai pas décrit à cause de ma familiarité. Et je l'ai décrit par la suite en passant par la comparaison entre les deux, c'est-à-dire l'approche comparative, structurale, etc., tout ce que vous voulez. Donc, maintenant, il y a d'autres exemples, mais bon, ce n'est pas la peine de multiplier les exemples avec les nomades, etc., et avec d'autres interlocuteurs et interlocutrices. Mais face à la familiarité, vous avez une astuce, un peu, que certains collègues, un peu pratique, c'est ne pas faire l'ignorant. Donc voilà, vous savez, et vous connaissez, vous pouvez toujours même deviner la réponse de votre collègue, de votre interlocuteur, informateur. Et il faut jouer l'ignorant. Il faut jouer l'ignorant. Moi, je ne l'ai pas fait plusieurs fois, parce qu'à la limite, ils vont te prendre pour un stupide. Il y a un minimum de connaissances. Et donc, moi, j'étais beaucoup plus dans le partage de la connaissance avec les nomades, avec les sédentaires, etc. Et croyez-moi, ils sont beaucoup plus surpris parce que je sais, parce que je connais d'eux, que parce que j'ignore. Quand j'ignore, ils disent, bon, ça c'est normal. Il est citadin, bédaoui, il est de Rabat, etc. Bon, s'il ne connaît pas la classification des moutons, les couleurs, etc., c'est pas grave, il est citadin. Et quand je leur dis, bon, écoutez, mais là, je décris, et là, le troupeau X, mais je décris le troupeau avec la taille, avec le nom de la taille. Je ne dis pas le troupeau. Je dis Sar'oufa ou Chia, etc. 60 moutons, ou 60 têtes, ou 30 têtes, ou 40 têtes. Il faut comme ça. Soit Casablanca qui nous dit Sar'oufa, mais Sar'oufa, c'est beaucoup. Hein. Et donc, vous avez ce jeu de familier. Je n'apprends pas tout sur le terrain. Je ne vais pas apprendre qu'est-ce que c'est que le pain, ou qu'est-ce que c'est que la tente, le khayma, ou qu'est-ce que c'est que le trèque, ou qu'est-ce que c'est que le shajra. Même si le shajra, pour eux, c'est la plante. Donc,
pour les nomades parce qu'il n'y a pas d'arbre. Donc la plante, il l'appelle shajra. Donc il faut se méfier même de ce qu'on sait. Je donnerai un petit exemple là-dessus. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'ai travaillé à l'Institut agronomique Hassan II. Quand je sortais avec les pastoralistes, les vétérinaires, etc., quand je pose des questions relativement banales, ils veulent comprendre ils veulent répondre. Je dis oui, mais je veux sa réponse à lui, je ne veux pas votre réponse. Vous êtes arabe, je peux vous interroger arabe. Gentiment, bien sûr. Gentiment. Et donc, il est anthropologue, il ne sait pas ça, c'est pas possible. Il est marocain. Oui, mais bon. Je ne joue pas l'ignorant, mais je pose des questions, même banales. Et une fois, j'ai posé la question à un berger dans le Moyen Atlas, 1985. Il m'a dit, oui, avec Sahbi, on fait ceci et cela. Bon, Sahbi, un Marocain, franco, il va mettre Sahbi. S'il veut le traduire en arabe, il va dire Sadiqi. S'il le traduit en français, il va dire mon ami. Bon, c'est simple. Et puis en parlant, le récit, j'ai deviné et j'ai senti qu'il ne s'agit pas de son ami. Vous avez parlé de hiérarchie. Il y a quand même un certain respect, hiérarchie, une certaine réserve en parlant de lui. Et puis par la suite, je lui dis, Flan, qu'est-ce qu'il est pour toi? Il me dit, écoute, c'est lui, je vous ai dit Sahbi. C'est lui le donneur de troupeau, c'est le maître, c'est le patron. Et Sahbi, j'ai compris que c'est un euphémisme. Il ne va pas dire mon maître, le ma'allim, il va dire Sahbi. Et donc, il va créer, pas la hiérarchie, mais la proximité en cachant. Et donc, il y a plusieurs exemples de ce type. Sahbi. Et donc, l'idée, c'est de dire, même, c'est ce que j'ai essayé de faire à l'époque, sans vraiment le théoriser devant vous, comme ça, de façon claire, quand je l'ai écrit, et de dire, écoute, fais comme si tu écoutes le mot baraka, le mot jinn, tous les mots qui sont très familiers à toi, de les écouter comme si vous les écoutez pour la première fois. De ne pas dire la baraka, mais la baraka, oui. J'ai joué avec ça. On dit la baraka française, on dit la barak fik, bon, ça je connais. Et en creusant avec eux, ça prend beaucoup de temps. Hein. Ce n'est pas interview, etc. C'est parfois des situations en parlant de choses très banales, et puis hop, un récit qui sort. Vous avez d'autres conceptions de la baraka qui ne sont pas la conception du citadin socialisé à Casablanca. Donc voilà très, très rapidement pour un peu, si vous voulez, la familiarité comme un obstacle. Maintenant, la familiarité comme ressource, il y a également un autre biais, c'est seuls les Marocains peuvent comprendre les Marocains, seuls les musulmans peuvent comprendre les musulmans. C'est des gens sérieux qui l'ont écrit. Hein. Ah d'accord, non, jamais il ne comprendra. Et c'est des anthropologues, c'est des amis qui ont écrit ça. Non, mais il ne peut pas le faire, oui, parce que le berbère, il y a des métaphores qu'il ne peut pas comprendre, etc., etc. Et donc, c'est une ressource. Moi, quand j'ai travaillé sur... ça vient d'être dit par Si Mohamed Jirlali, mon premier papier où j'ai commencé un peu à dénicher ce genre de questions, c'était en hommage à Clifford Geertz à Safro en 2000. Il était là, je l'admirais bien. On peut critiquer quelqu'un, je l'admirais beaucoup, et puis il m'a beaucoup inspiré, il m'inspire toujours. Et le titre de l'article, c'est lire des textes sur sa propre culture entre guillemets. Et c'était tout simplement une comparaison très rapide, dans la présentation, très rapide entre ce que Clifford Geertz a écrit sur Bali et ce qu'il a écrit sur Safroui sur le Maroc. Quelle est la différence, moi lecteur, de dire quel avantage j'ai en lisant Geertz sur le Maroc et quel désavantage, appelez ça comme vous voulez, quand je le lis quand je lis le Geertz sur le... Alors, il parle de Négara. Négara, on m'a laissé l'État. Donc, j'étais en Malaisie, j'étais content de voir Négara, mosquée Négara, donc j'étais content, je connaissais le mot. Et puis, le mot Makhzen. Négara, je ne connaissais pas à l'époque. Donc, État traditionnel en Indonésie. Mais quand il parle de Makhzen, c'est différent. Je connais l'école de Makhzen, Madrasa de Makhzen, Sebetar de Makhzen.
ou Makinash Siba, le Makhzen. Il y a pas mal de choses que je connais. Il y a des connotations du mot qui n'ont rien à voir avec gouvernement traditionnel. On peut bien dire gouvernement traditionnel ou gouvernement central. Ça ne dit rien. Mais les connotations, les anthropologues, les sémiologues et d'autres, les linguistes travaillent beaucoup plus sur les connotations que sur les dénotations. Les dénotations, on va les trouver dans les dictionnaires. C'est simple. Makhzen, gouvernement central. Ben, vous vous êtes réveillé très tôt avec le gouvernement central, ce qui n'est pas faux. Mais le Makhzen Bahar, Allah yinjik min le Makhzen, toutes les métaphores, etc. sur le Makhzen, ça, je les ai vécues. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un avantage sur Clifford Geertz, parce que sa description du bazar de Safro, moi qui est élevé dans les sourds un peu informels, m'a apporté beaucoup sur le plan théorique, mais également sur le plan descriptif. Lorsque lui, il décrit, moi j'étais dans le sourd, chacun dans le sourd, il sait qu'il y a la foule. Il parle de Zham. Comment il a traduit en anglais Zham? De maze. De maze. Et lorsqu'il vous dit de maze, il vous dit, tiens, c'est un aspect que je n'ai pas maîtrisé. C'est le labyrinthe. Moi, j'aurais peut-être traduit par un autre mot qui est proche de la foule, peu importe le mot. Et donc, vous avez à chaque fois, même pour des mots, et croyez-moi, quand je lis Jacques Berck, lorsqu'il traduit du Darija ou du berbère, moi, j'ai toujours le premier mot qui est relativement simple, et lui, il y a un étage au-dessus. Un étage au-dessus. Et donc, c'est un jeu. Même Zham, moi, je ne l'aurais jamais traduit par maze. Je ne l'aurais jamais traduit par maze. Et donc, il y a plusieurs exemples comme ça où ce n'est ni je suis marocain, donc je connais tout, même pour le familier. J'apprends de mes collègues, je l'ai écrit, je l'ai dit plusieurs fois, j'apprends beaucoup de mes collègues étrangers, de mes collègues marocains et d'autres. Et donc, ressource par ressource, moi je navigue entre les deux. C'est une ressource, c'est un obstacle, et tout dépend des contextes. Je ne peux dire ni ressource, ni obstacle, etc. C'est tout ça à la fois. L'autre exemple, ça bien sûr, chacun de nous, par rapport à sa culture, peut le faire. Nous ruminons notre culture ou des aspects de notre culture. Nous la ruminons parce que nous étions socialisés. Et l'idée, c'est quand Lawrence Rosen, qui était dans l'équipe de Clifford Geertz à Safro, qui a travaillé sur les tribus voisines, il a écrit « Les Marocains n'ont pas la notion de gratuité. Ils ont attendu les Espagnols où le mot de gratuité, c'est favor. » Quand même, les Marocains ne vont pas attendre les Espagnols. Les Espagnols pour dire gratuité, etc. Et je me suis, comme ça, j'ai commencé à ruminer. Je ne vais pas faire de terrain, je rumine. Bon, je dis, bon, dans ce contexte-là, qu'est-ce que je peux dire? Oui, je dis favor. Favor. On le dit, il n'y a pas de... Comme on dit falta, comme on dit beaucoup de choses, comme on dit festa, la fiesta, il n'y a pas de problème. Ça ne se dit pas dans toutes les parties du Maroc, mais surtout le nord, et surtout quelques villes, battle. Je vais dire battle. Le clou de l'histoire, c'est qu'il utilise le mot battle plusieurs fois dans son texte, parce qu'il a travaillé sur battle et le haq, mais battle par rapport au haq, mais pas battle gratuité. Pas battle gratuité. Battle par rapport à le haq, la vérité, où le battle, c'est un peu la fausseté, c'est falsité ou fausseté, etc. Et donc, il y a, moi, dans ma position de familiarité, en berbère également, en tachlahit également, pas dans les autres dialectes, dans les autres dialectes. Donc, je ne suis pas dans ces deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est être étranger au marocain, je ne le suis pas. Mais également, je ne suis pas dans cet extrême également. Quand on me dit quelque chose, je me dis, oh, exactement, c'est ça, c'est comme chez nous. Je trouve une petite différence chez nous, au lieu de ça, on dit ça. Dans les deux, et je suis au milieu, et ça dépend. Quand j'étais chez les nomades, mais j'étais pratiquement ignorant. Mais ignorant. Chaque mot, il faut leur dire. J'avais un glossaire énorme pour chaque mot. On est en voiture.
Je sais, je peux dire le net au filet en français, au net en anglais. Mais c'est pas ça. Dans le contexte, il n'y a pas Shibka. Donc il faut lui dire c'est le Shibka, c'est le Argoub, c'est le Dra, c'est le Foum, c'est le. Une centaine, avec Mohamed Touzi, une centaine de mots pour décrire le relief. Et quand j'ai lu un peu l'ethnographie des Français, ils disent oh, c'est monotone, il n'y a que les poteaux télégraphiques. Ben, c'est monotone parce que vous n'avez pas de mots, monsieur. Vous n'avez pas de mots pour dire l'hlassa, vous n'avez pas de mots pour dire le foum, vous n'avez pas de mots pour dire le khnag, vous n'avez pas de mots pour dire le dra, des mots qui existent en français. Hein, le col, c'est un peu ça. Hein. Et il te dit tout ça, mfassal ala l'gisda diyal bnadem. Donc toutes les métaphores sont empruntées au corps humain. Et il te l'explique de façon un peu philosophique, etc. Donc voilà, je suis entre les deux, je ne connais pas tout. Je n'ignore pas tout, mais j'apprends beaucoup. Et en me comparant avec mes collègues occidentaux qui parlent de fatigue culturelle, de choc culturel, etc., moi j'ai eu du vertige culturel parce que je passais 3 heures, 4 heures chaque nuit pour décrire ce que j'ai appris. Chaque nuit. Chaque nuit. Et si je n'arrive pas, si je suis fatigué, ça je le dis à mes étudiants, ne commencez pas l'entretien suivant avant d'avoir rédigé tout. Donc, vous pouvez retarder, vous pouvez, etc., mais ne passez pas, non. Rédigez et mettez ça, ben, je sais, oui, il y a une petite complicité là. Bref, donc voilà un peu pour familiarité ressources, pour familiarité obstacles, voile, etc. Donc il y a pas mal d'adjectifs. Vous n'avez qu'à lire Francis Bacon, Préjudice, ou Idola, ou Émile Durkheim, ou Descartes, etc. pour voir dans quel mépris, entre guillemets bien sûr, on met la connaissance commune, ou le sens commun. Alors pour les critiques, c'est centré un peu sur ma familiarité relative. La première, j'ai dit, on suppose que la culture marocaine est homogène. Le traducteur du proche et le lointain voulait traduire une série de mots que je ne connaissais pas et que je n'ai pas traduits en français. Je les ai laissés comme ça, pour rajouter du mystère encore. Donc, voilà. Vous êtes dans la même situation que moi je n'ai pas compris, vous n'allez pas comprendre. Et c'était sur Adors, sur des mots très spécifiques. Il a commencé à me dire, moi, je vais les traduire. Non, mais ne traduis pas. Pourquoi? Il ne faut pas les traduire, parce que je ne les ai pas traduites. Ne les traduis pas, donc tu les mets. Saraufa, ils ne connaissent pas Saraufa, ils ne connaissent pas Saraufa. C'est bon. Vous êtes marocain, vous ne connaissez pas Saraufa, c'est même temps. L'argoub, peut-être certains, s'ils sont au Sahara, vont savoir ce que c'est que l'argoub, mais un Casablanca ne va pas savoir ce que c'est que l'argoub. Même si Gilles Gilala, on chantait l'argoub, etc. Bien. Donc il y a ce rapport, et puis je vais m'arrêter surtout sur la langue et la familiarité. C'est même anecdotique. Alors, la langue parlée, ça dépend, ça soit darija, mais une darija arabisée les nomades qui est très proche de l'arabe. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, le chauffeur lui dit stayman. Je n'ai jamais entendu stayman quelque part, ou staysar. Donc, ça n'existe pas. Oh, il y a beaucoup de mots comme ça. Il y a beaucoup de mots comme ça que j'ai appris. Et donc, le problème pour moi, c'est que Lubac, Ladré et Lubac, Jacques Bert connaissait Ladré et Lubac, je le suppose. Et puis, lorsqu'on lui a dit Assamr, Anamr en berbère, il a traduit. Moi, je connaissais ni Assamr, ni Anamr, ni Ladré, ni Lubac. Rien. Je ne connaissais rien. Donc, je dois fournir un double effort. Assamr, c'est quoi Assamr, c'est quoi Anamr, etc. Et quand j'enseignais la sociologie rurale en arabe en Mohamed et sa génération, il fallait encore chercher en arabe Chamis ou Dalil. Donc,
Et ces situations, on les oublie, on ignore que, voilà, donc on apprend des gens. On va sur le terrain pour apprendre. Et c'est ça le vertige culturel, parce que il y a des mots, on t'explique un mot, c'est comme dans un dictionnaire, hein. On t'explique un mot par un autre mot que vous ne connaissez pas. Bon, voilà, et puis bon. Bien, donc la langue, souvent je ne maîtrise ni l'une ni l'autre. Et puis, bon, donc, ni l'une ni l'autre, ça veut dire l'adré et l'ubak, chamis ou dalil, asamri anamr en berbère, ou amalo pour ceux qui connaissent un peu le Moyen Atlas, c'est-à-dire les tribus de l'ombre. Donc, je maîtrise ni l'une ni l'autre, et on essaie de réduire, consciemment ou inconsciemment, peu importe, de réduire l'anthropologue marocain à l'anthropologue chez soi, ce que je ne récuse pas, mais c'est un aspect uniquement, c'est un aspect parmi d'autres. Je ne suis pas que ça. Et quand ils disent anthropologue chez soi, familiarité, etc., ça suppose que je ne maîtrise, et encore, hein, ça suppose que je ne maîtrise que ce que en sciences sociales on appelle les concepts proches de l'expérience. Ce que je viens de dire, etc. Et puis il y a les concepts qui sont loin de l'expérience, qui sont un peu nos instruments, nos concepts d'analyse qui ne sont pas partagés par nos informateurs, que nos informateurs ou nos interlocuteurs ignorent, structure sociale, affinité culturelle, compréhension, etc., etc. Ça, je ne suis pas supposé être dans cette case-là. Je ne suis pas supposé partager avec les Fordyce, compréhension, avec Weber, avec Durkheim. Donc je suis mis constamment dans cette prison. Anthropologue chez soi, vous êtes anthropologue chez soi, vous êtes familier. Bon, comme disait Clifford Geertz, c'est un sorcier qui écrit un livre sur la sorcellerie. Voilà, je suis un sorcier qui écrit un livre sur la sorcellerie. Et comme disent les Marocains, menzitou tqlih. Vous connaissez l'expression. Menzitou tqlih, ça veut dire que vous ne rajoutez rien. Vous allez frire le poisson avec son propre huile. Et donc, un anthropologue chez soi, c'est quelqu'un qui frit le poisson avec son propre huile. Il n'a rien à rajouter. Et moi, je récuse ça parce que, bon, je le dis, parfois, je suis beaucoup plus proche de mes collègues américains, français, suédois, italiens que de mes collègues marocains. Avec mes collègues marocains, je partage des choses, mais avec mes collègues américains et d'autres étrangers, je partage également autre chose que je ne partage pas avec mes collègues marocains. Et donc, je ne suis ni... Je suis un peu volatile, donc... volatile non pas par désir, volatile parce que ma situation le veut. Il y a beaucoup d'aspects. Moi, je me suis appliqué le même schéma interprétatif que j'ai appliqué à mes collègues, Berck, Douté, colonialiste, pas colonialiste, le même schéma. Je me le suis appliqué, c'est le concept de situation ethnographique, où il y a d'abord le plus important, c'est mes concepts, loin de l'expérience, appelez ça paradigme, théorie, etc. C'est le plus important pour moi, je le mets au début. Il y a mes affinités culturelles, mes préjugés, ma socialisation religieuse, politique, etc. Il y a ma position sociale. Et dans ma position sociale, il y a l'anthropologue chez soi. Pas toute la position sociale. Il y a un aspect. Et donc, imaginez, quand je dis devenir anthropologue chez soi, quand je décris un peu ma carrière, le temps que j'ai mis pour sortir de ce carcan qu'est l'anthropologue chez soi. Pour dire, bon, il y a une ère beaucoup plus large pour moi où je peux dialoguer avec les autres, etc., avec mes collègues, marocains ou pas marocains. Donc voilà, la situation ethnographique m'a permis, donc le plus important pour moi en tant qu'anthropologue, ce n'est pas le fait d'être marocain, je ne le nuis pas, c'est une ressource. J'ai écrit Salou Beldi Soalan Romi sans faire d'enquête. Ce n'est pas la peine de faire le compte, Salou Beldi Soalan, je le vis, je n'ai pas besoin. Là, j'étais mon propre informateur. Mais je ne pouvais pas être mon propre informateur pour décrire un peu la mobilité des nomades et pour décrire la terminologie de la charrue, un monde, la charrue, la maison berbère, un monde, le champ, un monde, les plantes, un monde, tout est monde, tout est monde.
Vous mettez ça n'existe pas ici, le dictionnaire, le Maroc rural, dictionnaire socio-anthropologique, c'est sur le Maroc, avec une centaine d'entrées. Et je le dis, c'est une vanne, vous ouvrez une vanne, il y a une autre vanne, vous ouvrez une vanne, il y a une autre vanne, etc. etc. Donc le monde des paysans, il est énorme. Et on touche une partie superficielle, mais vraiment très superficielle. Et avec ça, on va vous dire, vous êtes anthropologue chez vous. Je ne suis pas anthropologue chez moi. Uniquement, je suis anthropologue chez moi, je ne vais pas le nier, je tire beaucoup profit, comme je vous ai dit tout à l'heure, le marzen des connotations, je peux pas, c'est aussi un aspect et une ressource, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ressource. Voilà, donc, situation ethnographique, le plus important, c'est la réflexivité, ça a été dit, d'accord ? C'est cette réflexivité par rapport à ma pratique. Et la réflexivité n'est ni marocaine, ni américaine, ni rien du tout. Donc il a circulé, chacun rajoute un peu son petit grain. Nietzsche l'a dit il y a longtemps, il y a les autres qui ont construit sur Nietzsche, etc. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je construis à côté, je ne construis pas sur. Je ne rajoute pas un étage aux autres. J'essaie de construire une petite baraque à côté. Elle est petite, etc. Mais bon. Et elle n'est ni chez soi, donc je la porte. Je me balade avec. Merci pour votre attention. Merci Montassel, merci Raphaël pour l'introduction, merci Nawel Saad pour l'invitation à l'IAS, merci à tous d'être venus. Je suis particulièrement ravi de présenter aux côtés de Sira Cheikh, dont l'érudition, la très grande érudition, continue d'inspirer des générations de chercheurs. Ça, je voulais absolument le dire, c'était un vrai plaisir. Alors, la présentation d'aujourd'hui s'appuie sur un ouvrage que ma collègue Kira Jumet et moi venons de publier il y a littéralement quelques semaines. Par contre, le processus de publication a été vraiment très long. On parle de 4 ans et demi. Et ça a été en raison Oxford qui sont extrêmement lents, comme chacun le sait, mais surtout pour des considérations qui sont liées au contenu du travail. Donc on a eu beaucoup de contributeurs qui ont accepté, qui sont retirés, qui ont eu peur, qui nous ont demandé de faire toutes sortes de modifications. Et donc le processus a été vraiment très long, mais a néanmoins contribué à nourrir le projet de façon différente. Donc ce projet explore les défis spécifiques auxquels sont confrontés les chercheurs natifs de pays répressifs ou illibéraux. État répressif, société illibérale. Lorsqu'ils mènent des recherches de terrain dans leur pays d'origine. Donc ils rassemblent des témoignages, 19 chercheurs, 15 pays, ça va de Cuba, Nicaragua, Vietnam, Algérie, Inde, Hongrie, Serbie, Tadjikistan, etc. Et le livre propose également des stratégies à l'intention du chercheur ou de la chercheuse qui travaillent dans ces pays répressifs. Donc on a organisé un workshop où on a échangé des stratégies. Et donc le livre est le résultat à la fois du workshop et de ces témoignages de ses collègues. Alors le point de départ, c'est réellement ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, en 2016. On se souvient... Ah oui, absolument. Alors, on se souvient en 2016, Giulio Regeni de Cambridge se fait enlever, torturer, puis assassiné au Caire. C'est un assassinat assez choquant qui a vraiment ébranlé la communauté de chercheurs qui travaillaient sur l'Égypte, qui était perçue comme étant un pays extrêmement sécuritaire pour en tout cas les chercheurs occidentaux. Donc depuis, cette espèce d'événement a provoqué un déluge de publications, occidentales toutes, sur la nécessité de retravailler la question du risque du chercheur dans le monde arabe, mais aussi dans d'autres pays, en Asie de l'Est, dans les Caraïbes, en Afrique subsaharienne, etc. Mais il n'y a eu quasiment rien, en tout cas en Occident, qui s'intéressait à l'expérience des collègues locaux. Donc, ces contributions se sont principalement concentrées sur les défis de ces chercheurs, qui sont des défis partagés également par les chercheurs locaux. Donc on parle d'accès aux répondants, protection des populations vulnérables, relations parfois tendues avec le gouvernement, etc. Sauf que les chercheurs locaux
non seulement doivent gérer ces difficultés importantes, mais ont tout un éventail de difficultés supplémentaires. Hein. On parle de l'historique de la famille, on parle l'historique communautaire, on parle des questions de genre et d'ethnicité, on parle des pressions parfois des autorités locales sur la famille et les amis du chercheur. On parle aussi de l'exploitation de la part de collègues non natifs, de ses collègues natifs, des superviseurs, des collègues, des services de renseignement, à la fois domestiques et étrangers, qui tous ont pour viseur le chercheur ou la chercheuse locale. Alors il y a énormément d'exemples de chercheurs locaux qui ont été arrêtés, enlevés, disparus, des chercheurs ouïghours par exemple en Chine, des chercheurs kazakhs, des chercheurs égyptiens, dont très peu parlé. Je reviendrai sur 2 cas qui ont défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps, mais la plupart des chercheurs sont sous le radar, à la fois dans les médias, mais aussi dans les cercles académiques de leur propre discipline. Donc, ce qui distingue notre projet, c'est qu'il se concentre donc sur alors ça c'est un peu les difficultés régulières dont j'ai parlé, des chercheurs, de tous les chercheurs, auxquelles se rajoutent les difficultés supplémentaires des chercheurs locaux. Donc, je n'ai pas trop le temps de parler un peu de ce qui a été publié. J'y reviendrai si vous le désirez durant la période de questions. Mais ce qui distingue notre projet, c'est le fait qu'il se concentre, donc, comme je l'ai dit, sur les défis du terrain pour les chercheurs qui mènent un travail dans leur pays répressif d'origine, plutôt, pour une fois, que sur les expériences des chercheurs occidentaux qui viennent visiter ces pays. Ensuite, l'ouvrage cherche à décoloniser la recherche en sciences sociales et en sciences humaines en mettant d'abord et avant tout en avant la voix, la perspective, le vécu, le ressenti des chercheurs et des chercheuses locaux. Le livre aussi offre des conseils pratiques pour améliorer la sécurité des chercheurs. Et enfin, le livre encourage aussi la solidarité, la coopération entre des chercheurs natifs issus de pays très différents. Quand on a organisé un workshop il y a déjà 2 ans, on a appris énormément. Des chercheuses tadjiques ont appris de chercheurs algériens, qui ont appris de chercheurs cubains, nicaraguayens, vietnamiens. Et les stratégies qu'on a développées sont le résultat vraiment d'un travail de solidarité intellectuelle entre tous ces chercheurs qui se sont reconnus dans les expériences de leurs collègues issus de domaines ou de pays ou de contextes très différents. Donc ça revient un peu à ce que Hassan disait tout à l'heure par rapport à familiarité, solidarité. Donc, définissons un peu les concepts du livre. Décolonisation, qu'est-ce qu'on veut dire par répressif, illibéral, qu'est-ce que je veux dire par chercheur natif, quels sont ces mots que j'utilise. Alors, aujourd'hui, comme on le sait tous, le monde de la recherche et de la publication est marqué par, il faut le dire, une logique clairement néocoloniale, néo-impérialiste, académique, où la recherche anglo-américaine, essentiellement, est privilégiée par rapport aux recherches, à la recherche non américaine. Tout simplement parce qu'ils parlent la langue, parce qu'ils sont connectés, parce que c'est plus facile pour eux de lire les articles scientifiques, parce que, voilà, les réseaux, etc. Cette domination néocoloniale se manifeste évidemment dans les institutions académiques, dans les embauches, les promotions, etc., mais aussi, bien sûr, dans les approches théoriques, dans les cours de méthodologie, dans les conseils qui sont prodigués aux étudiants. Et cette domination anglo-américaine, bien sûr, se traduit également dans les comités de rédaction des revues scientifiques, dans l'impérialisme linguistique dont j'ai parlé, qui marginalise davantage encore les universitaires non occidentaux, pour qui c'est beaucoup plus difficile, de se mettre à niveau au niveau de la littérature anglophone, qui est la littérature de base, d'être compétitif par rapport à des collègues pour qui ces choses-là sont plus faciles, d'apporter ou de présenter leur point de vue, de se faire écouter. Il y a plein d'études qui montrent par exemple que des chercheurs dont les noms sont difficiles à prononcer sont beaucoup moins cités que les chercheurs dont les noms sont plus simples. Il vaut mieux s'appeler, je ne sais pas moi, Sam Harris, que s'appeler Khalil Debi, par exemple. Pauvre. Voilà. Condamné. No offense. Condamné. Donc, pour nous, pour Kira et moi, il était clair que, en tout cas, dans les institutions nord-américaines avec lesquelles on était familier,
Les cours de troisième cycle, les ouvrages traitant des risques liés au terrain étaient principalement adaptés à une audience qui n'était pas nous. Donc des chercheurs anglo-américains, parfois des chercheurs européens, mais pas nous. Donc, pour décoloniser le travail de terrain, il faut collaborer avec les chercheurs locaux, qui sont, comme je l'ai dit, le plus souvent le plus exposés aux risques lorsqu'ils mènent des recherches dans leur pays d'origine. En d'autres termes, nous soutenons que les approches actuelles du travail de terrain souffrent de 4 problèmes majeurs. 1. Une incapacité quasi généralisée à aborder le vécu des chercheurs menant des recherches dans leur pays répressifs ou illibéraux, de cet angle-là. Une absence de conseils adaptés pour ces chercheurs natifs. Et je suis très heureux que si Hassan ait publié sur ces questions-là, l'anthropologue chez soi. Et un troisième problème qui a à voir avec la glorification du risque pour les chercheurs occidentaux, j'y reviendrai, et enfin la fourniture de conseils inappropriés, voire même dangereux, pour ces chercheurs locaux, de la part de superviseurs, de la part d'organismes de subvention, etc., qui, à mon avis, sont extrêmement choquants. Alors, de nombreux directeurs de thèse, donc aussi dans plein d'organisations d'universités étrangères, n'ont pas d'expérience de terrain déjà à la base dans des contextes répressifs et illibéraux. Et du coup, ils n'ont pas de conseils, ou très peu de conseils, à prodiguer à tous les chercheurs, qu'ils soient natifs ou non natifs. Mais pire encore, les comités d'éthique, les fameux Institutional Review Boards, accordent très peu d'importance à l'expérience des chercheurs locaux qui sont considérés comme étant naturellement à l'aise dans leur environnement et donc n'ayant pas besoin de protection ou d'attention particulière. Ah, lui, il est marocain, non, il connaît le Maroc, on n'a pas besoin de l'aider ou de le protéger ou de le conseiller sur la meilleure manière de naviguer un contexte qui peut parfois être difficile. Donc, par exemple, ces dernières années, plusieurs ouvrages sur le travail de terrain ont adopté, volontairement ou non, je pense même que c'est involontaire, une approche que Kira et moi appelons vraiment une approche de glorification du risque. Ici, vous pouvez voir quelque chose qui nous a choqués tous les deux. C'est une couverture, comme vous pouvez le voir, qui affiche un poteau de voyage, qui rappelle ce que l'on peut trouver dans des destinations de vacances tropicales, avec des inscriptions, cuisiner avec les rebelles, ou coincé dans le meilleur ascenseur de Mogadiscio. Donc, qui véhicule, vous le sentez tous, un sentiment d'aventurisme qui est étrangement déconnecté des réalités des chercheurs locaux, qui, eux, connaissent des menaces de mort, des tentatives d'assassinat, de la torture, des formes de violence sexistes de genre, etc., des longues peines de prison, des pressions sur la famille, des pressions sur le légal. Et pire encore, ces chercheurs prétendent parler du risque dans des contextes difficiles d'un point de vue universel, sans apporter la voix de chercheurs locaux, ce que je trouve absolument choquant. C'est d'autant plus choquant que Aura, c'est une très bonne amie à moi. Donc, je lui en ai parlé, on a beaucoup discuté là-dessus. Donc, c'est pour ça que je me permets de cibler un peu son ouvrage. Donc, bien que nous reconnaissons évidemment, nous ne sommes pas dans le manichéisme, nous reconnaissons évidemment que les chercheurs non locaux vivent également toute une série de risques, parfois très sérieux, comme le cas de Régénie l'a illustré. Il est néanmoins crucial de s'adresser à cette communauté de chercheurs, de leur fournir des conseils de sécurité et des recommandations qui leur parlent réellement et qui abordent réellement leurs vrais besoins. Par exemple, alors moi quand j'ai étudié, quand je faisais mon doctorat, 2 conseils m'avaient été prodigués. Le premier, quand vous êtes dans un pays... Moi, je vais faire ma recherche en Algérie, en Tunisie. Il faut protéger les données, il faut les uploader, il faut les mettre dans des... Donc, il faut... Et ce conseil de, par exemple, cacher les données, les envoyer dans son pays d'origine, ne s'applique pas à un chercheur local. Comment est-ce qu'un chercheur local qui ne peut pas quitter son pays peut cacher des informations de la part de son propre gouvernement? Pire encore, un autre conseil qu'on m'avait donné, très naturellement, et qu'on donne encore très largement, c'est celui qui compte à en fait, éviter de demander, par exemple, des visas de recherche. On encourage les chercheurs à ne pas demander des visas de recherche. Ah non, allez au Maroc, allez en Algérie, non, allez en Tunisie, allez en Égypte, allez
avec un visa de touriste, faites votre recherche un peu sous le radar. Et la seule personne qui a apporté son grain de sel à cette espèce de logique, ça a été mon superviseur, qui était soudanais, donc c'est pas un hasard, dont le propre oncle avait été exécuté par le régime de Nimeri dans les années 60, donc il connaît un peu le risque qu'un chercheur local peut, qui m'a dit « Ah mais non, mais tout à fait le contraire. Quand tu pars en Tunisie, quand tu es en Algérie, commence par les membres du gouvernement. Il faut que les membres du gouvernement comprennent ce que tu fais. Le plus ils comprennent, le moins ils vont t'embêter. Ils vont comprendre que tu ne fais rien de dangereux, que tu n'es pas un danger. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le mystère. Parle-leur d'abord. Une fois que tu leur parles, tu seras tranquille. C'est un conseil que j'ai suivi et qui m'a aidé. Je ne l'ai pas suivi en Algérie, ça m'a causé des problèmes. J'y reviendrai si vous le voulez dans les questions. Donc voilà. Alors, le deuxième concept que je voudrais définir un peu dans ma recherche, c'est le concept de chercheur local ou natif. Et là aussi, il y a des nuances. Alors pour nous, un chercheur natif est une personne qui est liée à un État répressif ou libéral par la naissance, par la citoyenneté, par la double nationalité, l'origine familiale ou le mariage. Kira, qui est ma co-éditrice, est mariée à un Marocain, par exemple. Donc aussi, elle partage beaucoup de mes peurs par rapport à ne pas, par exemple, pouvoir faire quelque chose qui la bloquerait ou qui viendrait, par exemple, limiter ses opportunités dans le pays de son mari. Elle a bien raison. Et donc, bien que le statut de natif ou de local, de chercheur local, offre bien sûr toute une série d'avantages liés à la connaissance du contenu local, la culture, la perspective d'initié, à notre sens, les défis liés à l'identité locale l'emportent sur les avantages dans un contexte répressif et libéral. Donc, notre livre met aussi en lumière un autre problème. C'est que peu importe comment le chercheur ou la chercheuse s'identifie, ça ne lui appartient pas vraiment. C'est la façon avec laquelle l'État dans lequel il fait sa recherche qui importe. Donc nous, on peut aujourd'hui, dans cette salle, débattre de ce que signifie être chercheur local, harfi, comme dirait Aboulorod, etc. Mais ça ne veut rien dire pour l'État qui, lui, décide quel chercheur est local, quel chercheur ne l'est pas. Donc, typiquement, des pays comme l'Iran ne reconnaissent pas la double citoyenneté, l'Inde non plus. Donc, elle a un statut particulier pour les Indiens d'outre-mer, qui peut être révoqué, et qui l'est d'ailleurs dans certains cas. Et donc, notre travail présente les perspectives de chercheurs qui soit vivent et travaillent dans leur pays, soit des chercheurs qui ont étudié à l'étranger, qui sont venus faire un terrain dans leur pays, temporairement, d'autres qui ont dû s'exiler mais qui veulent toujours revenir. Donc le terme natif ou local s'applique à diverses situations de chercheurs qui sont issus d'un certain pays, mais qui ont, comme dirait Nassim Taleb, skin in the game. Voilà, contrairement à d'autres qui n'en ont pas. Alors, avant de publier le livre, on avait fait une petite enquête sur nos 19 contributeurs et on a montré qu'en fait, 1 sur 5 avait été contraint de quitter son pays en raison de ses recherches et un peu près de la moitié ne peuvent plus revenir dans leur pays d'origine pour y travailler à cause des travaux qu'ils avaient menés. Alors, encore une fois, on reconnaît que la dichotomie natif-non natif est problématique. Elle repose elle-même sur une conception coloniale de la recherche, il faut le dire. Elle ignore les demi, les fameux halfies de Aboulorod, dont les identités ont été modifiées par l'éducation, par la culture, par la langue, par les amitiés, etc. Donc c'est une distinction crude, grossière, je l'admets, et sans aucune honte. Cependant, encore une fois, les États, qu'on le veuille ou non, adhèrent à cette dichotomie. Donc, ce n'est pas important ce que moi je pense, ce qui est important, c'est que l'État pense. Donc, voilà. Ensuite, l'autre concept qu'on a voulu définir, c'est répressif et illibéral. Alors, dans notre travail, un pays répressif est un pays où le gouvernement ou des acteurs non étatiques utilisent des tactiques coercitives envers des citoyens ordinaires pour atteindre leurs objectifs politiques. Les tactiques incluent, sans se limiter, la violence, l'intimidation, les disparitions forcées, les enlèvements, les attaques contre la liberté de la presse, la cybersurveillance, etc.
un peu les fameux authoritarian practices de Glassius. Là aussi, il faut sortir un peu de la définition, encore une fois répressif, non répressif. Hein. Je note ce que Marie-Lise Glassius avait dit sur la définition le fait qu'on doit absolument nous éloigner de la définition d'état répressif et parler plus de pratique autoritaire. Donc là, encore une fois, un gros caveat. Mais notre livre donc, s'intéresse à des pays qui sont généralement considérés comme répressifs. On a utilisé, par exemple, encore une fois, on a beaucoup discuté sur la façon de définir répressif. On a utilisé avec des gants et des pincettes l'index Freedom House pour définir ce qui était répressif, les pays répressifs de ceux qui ne l'étaient pas, tout en reconnaissant évidemment le côté très problématique de cette définition. Le terme illibéral, par contre, fait référence au rejet des principes libéraux, l'égalité, des minorités ethniques, sexuelles, de genre, etc., et d'un rejet de la légitimité des institutions démocratiques. Encore une fois, avec un concept État répressif, société illibérale. Donc les contributeurs de notre livre sont natifs de pays répressifs ou illibéraux et ont été confrontés à une espèce de la violence réelle, symbolique, etc., soit de la part de leur État, soit de la part de leur société, soit de la part des deux. Donc c'est l'expérience de l'Égyptien en Égypte, non pas celle de l'Égyptien de l'Amérique en Égypte ou de l'Égyptien aux États-Unis, c'est vraiment un Égyptien chez soi. Maintenant, voilà, après cette très très longue introduction, parlons des difficultés propres des chercheurs locaux. Alors, cela va d'une doctorante algérienne qui est rentrée en Algérie chez sa famille pour faire son travail de recherche et qui s'est retrouvée obligée de prendre en charge les tâches domestiques de sa famille élargie. Préparer un mariage, elle devait s'en occuper. Bon, ça, les tâches domestiques avaient priorité sur son travail de chercheuse, par exemple. Voilà, c'est un défi. Donc ça va de ce genre d'expérience, aux tentatives de recrutement forcé par les services de renseignement étrangers ou nationaux, comme dans le cas de notre contributrice au Cachemire, en Iran. Donc, toutes sortes de défis que les chercheurs locaux vivent alors que leurs collègues étrangers ne vivent pas. Donc, en nous appuyant sur les témoignages, on a identifié 4 ensembles de défis. Le premier ensemble de défis, c'est les difficultés liées au poids de l'histoire familiale, à la caste, aux identités ethniques et religieuses. Donc, bien évidemment, nos collègues occidentaux ressentent souvent le poids de différents marqueurs identitaires, évidemment les identités ethniques, affiliations religieuses, etc. On le reconnaît évidemment. Sauf que ces mêmes marqueurs, prennent une importance démesurée pour les chercheurs natifs qui mènent des recherches dans leurs pays répressifs ou illibéraux d'origine. Par exemple, en Éthiopie, l'un de nos contributeurs, qui était d'une identité mixte, son père est Amhara, sa mère est Oromo, a été confronté à une foule en colère alors qu'il menait son travail de terrain dans une petite ville au sud d'Addis, et son identité mixte en a fait une cible de choix lors d'un épisode de tension raciale inattendue, et il aurait subi de graves dommages corporels, il aurait même pu être tué si ce n'était l'intervention providentielle d'un garde de son hôtel qui l'a caché pendant cette manifestation, ou cette émeute. Une autre partie du monde, au Brésil, un de nos contributeurs, issu du monde de l'art, a examiné le défi de la navigation du monde de l'art moderne en tant que Brésilien, en tant qu'Afro-Brésilien, donc dans un environnement qui est censé prétendument être progressiste. Donc, sa contribution parle des difficultés à vivre le racisme ordinaire, le racisme structurel, en tant qu'Afro-Brésilien hautement éduqué, avec un doctorat. D'autres défis liés à l'histoire familiale, à la race, à l'ethnicité, incluent des pressions par les répondants sur les chercheurs pour qu'ils se conforment aux identités attribuées, pour qu'ils démontrent leur loyauté aux répondants et qu'ils relaient leur point de vue à des acteurs étrangers. Tous ceux d'entre nous ici qui avons fait du travail de terrain, souvent on parle à des gens qui nous disent « voilà, représentez-moi pour ce groupe avec lequel vous êtes en conversation ».
Or, pour le chercheur ou pour la chercheuse locale, ne pas se conformer à ces rôles peut entraîner des réactions négatives, allant de la remise en question de l'identité du chercheur ou de sa légitimité, à des logiques de suspicion, ou même à de l'hostilité déclarée. Par exemple, des contributeurs de pays aussi divers que la Serbie, le Pakistan, l'Égypte, le Tadjikistan ont tous noté cette question de loyauté, le fait que leur loyauté, leur légitimité par rapport au groupe qu'il interviewait était remise en question. Notre contributrice serbe, mon amie Isabella Stevlja par exemple, a été pressée de démontrer sa loyauté envers la Serbie. Alors elle est mixte, elle est moitié serbe, elle parle serbo-croate, elle travaille sur les criminels de guerre serbes. Mais avant de pouvoir interviewer ses répondants lui faisaient pression pour qu'elle démontre un peu sa loyauté. Donc, il voulait savoir de quel village elle venait exactement, qu'est-ce qu'elle avait fait, son père, est-ce que son frère avait participé à la guerre, est-ce qu'il avait porté les armes, c'est quel groupe, etc. Et elle a dû batailler avec elle-même, vraiment fermement par la suite, pour dominer ce sentiment d'impuissance, cette peur qu'elle avait d'avoir des données de mauvaise qualité, lorsqu'elle pensait ne pas avoir été assez convaincante. C'est-à-dire que j'ai pu convaincre ce général serbe que j'étais assez serbe. Et la plupart du temps, la réponse était non, parce qu'il pensait que voilà, elle était trop moderne pour être... Dans certains cas extrêmes, les chercheurs locaux ont même été accusés d'être des espions, des agents occidentaux, convoqués chez des responsables de sécurité, ou ont même reçu des menaces de mort de la part de services de police. Inversement, être trop étroitement lié à son terrain peut entraîner toute une série d'autres problèmes. Alors typiquement, les contributions du Nicaragua et de l'Éthiopie ont souligné le poids mental créé par la proximité avec les traumatismes vécus par les interviewés, par les répondants. Un chercheur, par exemple, en Éthiopie, s'est senti si préoccupé par la violence que ses répondants avaient vécue en Éthiopie qu'il a même envisagé d'abandonner son doctorat et de prendre les armes contre son gouvernement. C'est dire à quel point il s'est senti impliqué par l'expérience de ses répondants. Un autre cas révélateur, qui moi personnellement m'a le plus touché parmi les 19 contributeurs, ça a été vraiment le témoignage de Maria Reyes, qui est une jeune doctorante nicaraguayenne. J'en parlerai souvent aujourd'hui, qui a beaucoup travaillé sur les paramilitaires nicaraguayens dans son village et qui était si impliquée dans son environnement que les menaces très dures, j'en parlerai dans une minute, qui l'ont affectée elle et sa famille, sont venues de la part d'un chef paramilitaire qui la connaissait depuis qu'elle était enfant. Donc c'est vraiment un rapport extrêmement intime avec l'État. Le deuxième ensemble de défis qu'on a identifiés, et pour nous c'était aussi un ensemble de défis très importants, c'est les questions liées au genre. Nos contributrices femmes ont vécu des choses absolument horribles. Évidemment, toutes les chercheuses femmes doivent, encore une fois, malheureusement, vivre tout un éventail de dangers que leurs collaborateurs ou leurs collègues ne vivent pas, on le sait, malheureusement. Mais non seulement ça, mais les chercheurs ou les chercheuses natives surtout, qui travaillent dans des pays illibéraux ou répressifs, ne bénéficient pas de la tolérance relative qui est accordée souvent à des chercheurs étrangers. Un chercheur ou une chercheuse étrangère peut faire un faux pas culturel. C'est pas grave, elle ne sait pas. Une chercheuse égyptienne en Égypte ne peut pas se permettre de faire la même erreur. Donc les défis vont des décalages culturels, comme s'habiller de manière inappropriée par rapport à son contexte, au harcèlement sexuel, à des législations qui ciblent les minorités sexuelles, des services d'accès ou l'absence de services d'accès à la santé reproductive, etc. Donc dans notre projet, de nombreuses contributrices ont mentionné les rôles imposés sur elles en tant que femmes. Par exemple, des injonctions à ne pas faire de la recherche et se soucier uniquement de la maison et de la famille. Ou de jouer le rôle de la bonne famille, de la fille de bonne famille, ou celui de la chercheuse méritante. Et ce sont des considérations qui ont vraiment unifié toutes nos contributrices, qui représentent un peu plus de la moitié de nos chercheurs, et qui les ont amenés à remettre en question la qualité des données qu'elles capturaient. Là, j'aimerais citer le témoignage de Hiba Zerougui, qui est une chercheuse algérienne qui avait étudié à McGill,
et qui donc était rentré à Alger. Et donc, avant de partir, on l'avait préparé. On l'avait vraiment préparé à travailler dans un régime autoritaire, l'Algérie, pays difficile, ceci, cela, etc. Et donc, elle a tout lu sur les. Elle a, de son propre aveu, lu tout ce qu'elle pouvait lire sur la recherche en contexte autoritaire. Arrivée sur place, le plus grand défi qu'elle a vécu, ça n'a pas été l'état algérien, ça a été l'harcèlement dans la rue. Le fait qu'elle ne pouvait pas faire 2 pas sans se faire harceler. C'est le fait que ses cousins ne la laissaient pas partir. C'est le fait qu'elle était sous observation sociale 24 heures sur 24. Donc pour elle, cette surveillance étouffante l'a amenée à interrompre son travail, plus que les vrais défis qu'elle a rencontrés par rapport à l'État. Là aussi, j'y reviendrai. En Inde, par exemple, une contributrice a décrit plusieurs tentatives de l'armée indienne, des cas d'harcèlement sexuel, mais aussi des tentatives de haut placés de l'armée indienne d'intervenir dans sa relation avec son conjoint qui était musulman cachemiri. Elle est une indienne de haute caste, hindoue, et donc son mari était musulman. Cela ne plaisait pas aux responsables de l'armée au Cachemire qui sont activement intervenus pour la séparer de son conjoint. Enfin, bien que les attentes par rapport au genre affectent les femmes de façon disproportionnée, les hommes ne sont pas complètement immunisés de ces questions-là. Par exemple, lors de notre contributeur cubain, s'est vu par exemple, a commis un faux pas culturel à Cuba, à Havane. Lui travaille dans les archives lorsqu'il s'est rendu dans un bâtiment administratif vêtu de shorts. Et donc, en fait, il faisait chaud, il a porté des shorts, et ce geste, ce choix vestimentaire, apparemment anodin, a été perçu comme un signe d'irrespect par le contact local, qui lui a simplement refusé d'accéder à ce qu'il voulait accéder, tout simplement. Voilà, parce qu'il n'a pas aimé la façon dont ce collègue cubain, qui a vécu toute sa vie à Cuba, qui est lié au régime cubain, s'est habillé dans un contexte administratif. Enfin, le troisième set de difficultés, c'est évidemment les difficultés, les menaces légales et les représailles gouvernementales. Alors là, on parle d'interdiction d'exercer dans l'université, on parle de purge administrative, on parle de peine de prison, on parle d'attaques contre la famille, les amis, les chercheurs locaux. Alors, certains cas qui ont réussi à percer un peu le voile de l'indifférence académique. On se souvient de Farid Ba à Delkar, en Iran, 2019, TV5 qui en parlait tout le temps. On se souvient, au Canada en tout cas, de Alexander Sodikov au Tadjikistan qui avait été arrêté, qui avait fait grand bruit. Mais l'écrasante majorité des chercheurs qui se font arrêter sans aucune réaction de la part de leurs collègues internationaux. Je pense par exemple juste à Dr Konstantin Chiorikin, un universitaire kazakh, qui a été emprisonné pendant 10 ans, et à qui on a révoqué la citoyenneté. Personne ne connaît. Son profil est listé dans Scholars at Risk. Alors en Inde, notre collaboratrice a mentionné des cadres juridiques spécifiquement construits pour viser les chercheurs locaux, qui peuvent être mis en prison en fonction de ce cadre légal. En Hongrie, notre contributrice Peto, qui a retiré son chapitre, alors elle a beaucoup contribué au workshop, mais elle a retiré son chapitre, a mentionné la pression structurelle du régime d'Orban sur les chercheurs, qui a forcé l'université à aller de Budapest à Vienne, et qui a été accompagnée de menaces, de morts, d'une campagne de harcèlement systématique sur Facebook, sur les réseaux sociaux, alors que sa recherche, et ça aussi c'est un point intéressant, n'était pas particulièrement dangereuse. Elle travaillait sur la sauvegarde des forêts. Apparemment, elle a dû travailler sur quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un, un potentat local, et le degré de pression qu'elle a subi a été l'un des plus élevés qu'on a observé parmi les contributeurs. Alors, en plus des risques dont je viens de parler, les familles des chercheurs natifs, critiques bien sûr de le régime, peuvent également être soumises à l'intimidation de l'État. Dans certains cas, les amis, les partenaires, la famille se voient aussi victimes de perquisitions sans mandat, d'arrestation, d'interdiction de voyager, de révocation de passeport, d'arrestation. Typiquement, notre contributeur égyptien, Al-Khatib, s'est vu retirer son passeport à Berlin et a vu les services de police algériens menacer, arrêter ses parents.
au Caire, parce qu'il n'a pas voulu revenir en Égypte. Il y a aussi le cas justement de la collaboratrice dont je vous ai parlé du Nicaragua, qui elle aussi a été obligée de quitter le Nicaragua sans son enfant de 5 ans. Et pire encore, a vu sa sœur qui n'avait aucun rapport avec sa recherche. Sa sœur était restauratrice, elle avait un restaurant. Sa sœur s'est vue fermer son restaurant en 2 heures. Et sa sœur a plongé dans une dépression dont elle n'était jamais relevée. Et vit maintenant dans la pauvreté dans un pays voisin. Donc là, c'est un cas extrême de punition arbitraire qui vise, non pas le chercheur ou la chercheuse, mais son réseau élargi. Encore une fois, d'autres chercheurs ont été victimes de campagnes d'harcèlement, de menaces de mort, etc., qui n'épargnent pas d'ailleurs les binationaux. On peut en parler qui ont leur propre dynamique, mais peut-être qu'on n'a pas trop le temps d'en parler. J'aimerais avoir un peu plus de temps pour la conclusion. Dernier petit point, 5 petites minutes. Enfin, le dernier set de difficultés, c'est l'exploitation des chercheurs et des chercheuses par des agents étrangers. Et je finis vraiment dans 2 minutes. Alors, de nombreux chercheurs locaux sont approchés au cours de leur recherche dans l'attente qu'ils fourniront des services à des collègues, à des superviseurs non natifs. Et ces sollicitations ont souvent un coût matériel ou psychologique important. Non seulement c'est un coût important, mais les contributions des chercheurs locaux ne sont souvent pas reconnues, parfois juste superficiellement reconnues. Alors on sait tous aujourd'hui qu'il y a, et ça revient au livre de Grimm, Saliba, etc., Koehler, qui ont montré qu'il y avait cette espèce de séparation entre les chercheurs du Nord qui font la recherche noble, la théorisation, et qui transfèrent tout le coût de la recherche, tous les disciples de la recherche aux chercheurs locaux. Eux capturent les données et qui sont cités superficiellement et qui ne font pas un travail important, ils ont capturent juste les données. Alors que ce sont eux, comme on vient de le montrer, qui vivent les défis, les difficultés les plus importantes. Alors de plus, les chercheurs locaux sont également approchés par tout un éventail d'acteurs, parfois mystérieux vraiment, c'est un mot, dont les intérêts ne sont pas toujours clairs, et qui inclut le personnel des ambassades, qui inclut les organisations gouvernementales, qui inclut les organisations paragouvernementales, et parfois même des services de renseignement locaux et étrangers. Un chercheur de 27 ans qui se fait approcher par un service de renseignement, qu'est-ce qu'il fait ? Que doit-il faire ? Donc le livre cherche à répondre à ces questions. Donc en répondant à ces demandes, les chercheurs doivent entreprendre des considérations complexes par rapport à ce qu'ils veulent être, par rapport à leur rôle, à leur famille, à la façon dont ils s'imaginent dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, à ce qui est important, ce qui n'est pas important, les lignes rouges, mais aussi parfois à devoir faire un vrai travail d'enquête. Par exemple, s'être approché par l'USAID, ou par le National Endowment for Democracy, ou par le European Endowment for Democracy, par exemple, sous couvert de collaboration académique, réellement, aujourd'hui, est un handicap pour des chercheurs aujourd'hui qui se font recruter, ou en tout cas utilisés, par tout un éventail d'acteurs dont les objectifs ne sont pas toujours clairs et peuvent parfois même être en contradiction totale à l'insu du chercheur avec les intérêts de l'État. Voilà. Montasser va certainement m'interrompre. J'avais une dernière slide sur les stratégies. Je vous laisse, on en parlera si vous le voulez, durant la période des questions-réponses. Merci de m'avoir écouté et à tout à l'heure. Merci beaucoup Marwan. Je donne la parole rapidement sans transition à Salim Jalali pour ouvrir la discussion. 180 secondes 10 minutes. Bon, c'est très difficile. J'ai pas besoin de micro. Non. Bah oui. Bien sûr. Ok, je vais aller rapidement. J'étais distrait avec la communication captivante de Marwan. Et aussi, il n'est pas évident d'intervenir après Hassan Rachiq. C'est pour ça que je voulais intervenir avant. Donc, donc je vais essayer d'être un peu un exégète des travaux de Hassan Rachiq, de ce livre de Hassan Rachiq.
Je vais aller rapidement. Ce livre, en fait, c'est un mélange de plusieurs styles, plusieurs objectifs. Donc, pour moi, c'est une biographie. Hassan va dire non, ce n'est pas une biographie. Mais moi, un lecteur, j'ai le droit de dire qu'il y a assez d'éléments biographiques pour dire que c'est une biographie. Biographie parce qu'il y a un sens, il y a une chronologie, un fil conducteur, et il y a des informations qui concernent Hassan Rachik, le chercheur universitaire et l'anthropologue. Et ça donne de la matière dans l'avenir pour les chercheurs ou les gens qui veulent travailler sur un peu à tel moment donné, comment la communauté scientifique ou les chercheurs marocains font ou comment ils pratiquent la recherche scientifique. Donc, c'est sûr que Hassan Rachik, il a lu l'article de Pierre Bourdieu, Les lésions biographiques. C'est pour cela j'imagine, qu'il a cette sensibilité. Il veut échapper un peu à ce mot de biographie. Mais Hassan Rachik a le courage d'écrire sa biographie parce que les chercheurs marocains ou pas marocains, ils n'écrivent pas leur biographie. Okay. On a l'impression tout le temps, comme Norbert Elias il dit, qu'on a des chercheurs qui sont nés hommes, adultes, comme s'ils n'étaient pas des enfants, que les choses n'évoluent pas dans leur tête, dans leur parcours. Donc c'est courageux d'écrire cette biographie. Et on a aussi un chercheur on peut dire sans armure. Il n'essaye pas de se défendre. Et même les hésitations, les trucs parfois très personnels, subjectifs, il les cite quand c'est nécessaire de les citer. Aussi, c'est un livre, est une biographie, mais aussi c'est un peu sorte d'histoire sociale d'une génération de Marocains nés dans les années 50 et est devenu jeune dans les années 70, surtout qui ont fait des études, familiarisés avec un état d'intellectualité marxiste, etc. Donc, moi, quand je lis ce livre, j'étais un peu dans l'esprit du temps, l'ère du temps, dans les années 70, et que je trouvais il y a beaucoup de ressemblances avec beaucoup des écrits de beaucoup de personnes, surtout la littérature, les écrits de beaucoup de militants dans ces années-là. Donc voilà, il y a ce côté. Il y a aussi une histoire sociale de l'université marocaine et de la communauté scientifique marocaine. Donc ça veut dire il y a des lecteurs qui s'intéressent à lire des biographies, mais il y a des lecteurs, des historiens, je ne sais pas, après 20 ans, 30 ans, il y a des gens qui vont revenir à ce livre pour prendre des éléments. Aussi, ce livre est un manuel de méthodologie en sciences sociales, en sciences politiques. On peut le lire comme un manuel. Et je pense que Hassan Rachik, il veut parler que de ça, mais en tant que lecteur, j'ai la liberté pour dire, voilà, il y a ça, oui, j'apprends beaucoup de choses. Peut-être parce que je suis son étudiant, donc pour moi, j'ai découvert cet aspect-là dans d'autres livres, j'étais dans le cours, donc ce n'était pas le côté qui m'impressionne dans ce livre, mais parce que je l'ai. Mais un autre lecteur, il peut voir ça comme un manuel. Et aussi les gens qui s'intéressent au monde rural, l'anthropologie rurale, la ruralité. Donc il y a assez d'éléments ici. Donc c'est un mélange de tout ça. Hassan Rachik, elle parle avec un jeu dans ce livre. C'est une entreprise un peu pas familière et risquée encore, mais un jeu comment dirais-je, humble. Donc, il essaye un peu de contrôler son jeu qui lui échappe pas. Et ça, on le voit même quand il parle de sa formation, sa formation d'origine de droit. Il ne parle pas de sa formation en tant que juriste d'une façon dépréciative.
Okay. Toujours les gens qui font de la conversion, ils cherchent la coupure, la rupture. Hassan Rachir, elle fait la rupture au niveau cognitif, etc., mais elle n'est pas dans le dénigrement, la dépréciation. Okay. Au moins dans ce livre, peut-être il le dit oralement quand il prend des cafés avec ses amis, mais dans le livre, il ne le fait pas. Donc, je vais aller rapidement. Bon, Hassan Rachir a des comptes à régler, même si je dis qu'il a un jeu modéré, mais il a des comptes à régler. Les comptes à régler, ce sont des comptes à régler avec des concepts, des visions du monde et des pratiques. Donc, il n'essaie pas de perdre dans cette biographie de temps à se chamailler, à critiquer des personnes, institutions, mais plus à régler des comptes avec eux. Et ce que je vais essayer de vous donner un peu quels sont ces comptes à régler. Comme ça, quand vous lisez Hassan Rachir, je me présente comme un exégèse de Hassan Rachir, vous allez comprendre comment il se positionne. Hassan Rachir, il a un compte à régler avec la vision dichotomique du monde. Et toute la dichotomie est suspecte presque tout le temps chez Hassan Rachir. Même quand il la présente pour la dépasser, pour la nuancer, pour la relativiser, pour aller plus loin, pour créer des ponts. Il les cite beaucoup, même dans les titres, donc il ne les cache pas. Éloignement versus proximité, familiarité, objectivité et solidarité, anthropologue étranger, anthropologue chez soi, audible, lisible, théorisme, empirisme, description microscopique et échelle globale, structure sociale, action sociale, communauté versus individualisme, le rôle du chercheur et le rôle de consultant. Tout le temps, il présente une dichotomie pour la dépasser. Il a une angoisse d'être casé, son pratique, d'être un peu, avoir une étiquette fixe, etc. Donc, et ça, ça, il le fait souvent. Mais ce n'est pas un positionnement un peu axiologique, mais c'est un positionnement du travail, de faire le terrain, de faire de l'anthropologie. Donc, il ne faut pas être très réduit. Et c'est ça qui explique un peu cette rupture, ou pas rupture, parce qu'il n'utilise pas rupture, cette conversion, des passages de l'analyse structurale chez Hassan Rachir vers une analyse qui inclut les individus et les dynamiques des acteurs. Le deuxième concept ou règle, deuxième compte à régler, c'est avec les concepts loin de l'expérience que les chercheurs utilisent et qui sont déconnectés avec ce que les acteurs disent ou pensent. Donc, Hassan Rachir, voilà, peut-être pas dans ce livre, il parle des concepts proches de l'expérience et des concepts loin de l'expérience. Pour lui, il faut aller faire le terrain, il faut essayer de maîtriser, être proche du sens donné par des acteurs. Mais tout le temps, pour dépasser il n'est pas dans le rejet des concepts loin de l'expérience, mais il cherche, il dit qu'il faut concilier les deux. Il faut aller vers, il faut pousser les curseurs entre un peu les deux. Et dans la pratique, comment il le fait? Principalement par l'écriture. Pour lui, l'écriture devient le médium. Comment écrire quelque chose qui est compréhensible par d'autres chercheurs, qui est comparable. Si on va étudier le Ma'rouf au Maroc, comment ce rituel il peut être comparable à votre rituel. Donc, il donne d'abord ce que les acteurs disent, qu'est-ce qu'ils font, mais après, l'écriture l'oblige, parfois ce n'est pas un choix, l'oblige à aller vers un niveau d'abstraction et de concept loin de l'expérience. Je saute beaucoup de choses. Troisième chose, Hassan Rachir, il est plus dans la micro-description et la description dense. Donc, moi j'ai noté ça parmi les choses que Hassan Rachir nous a dit, c'est
la devise empruntée à Westermarck qui dit better much about little than little about much. Donc, Hassan Rachid a l'horreur de surfer les choses. Et parfois, ça devient chez lui, et il le dit d'une façon dont on le filigrane, parfois une intellectualité diffuse, comme ça, on parle dessous, etc. Donc lui, il fait un peu l'éloge au l'intellectuel spécialiste. Tu dois maîtriser, tu dois aller d'une façon très profonde vers les choses. Ça ne veut dire pas que Hassan Rachid il est contre les intellectuels, mais il le dit parfois clairement dans des messages, il faut des casquettes. Il faut mettre le casquette, tu dis, moi l'intellectuel qui parle. Tu enlèves le casquette, tu dis après, moi le chercheur. Pour lui, et c'est faisable et c'est gérable, hein, toujours dans l'attitude conciliatrice chez Hassan Rachid, mais tu le fais d'une façon une après l'autre. Tu ne peux pas être un intellectuel et un chercheur en même temps. Parfois, je pense que, ça j'exagère, mais Hassan Rachid, pour lui, les intellectuels qui méritent sa considération, ce n'est pas les intellectuels d'aujourd'hui, parce que quand il travaille sur Mohamed Abdou, Jamal Afghani, chez les Marocains, Mokhtar Soussi, c'est Mohamed El Fassi. Il ne cite pas les intellectuels qui sont là, comme c'est le moment des intellectuels spécialistes, des chercheurs, c'est à eux de dire, bon, après c'est à lui de réagir sur ça. Hassan Rachid, toujours pratique de terrain, il a une préoccupation éthique. Donc, et l'éthique, il veut toujours être juste, correct. Pas un anthropologue très généreux, mais aussi pas un anthropologue ingrat avec les gens sur le terrain, etc. Être juste et correct avec les informateurs, d'abord. Donc, il veut laisser un peu de la place aux informateurs illicites. Les informateurs sont des co-auteurs avec lui dans son travail. Donc, on peut les écouter, les voir. Il ne les écrase pas, il ne les supprime pas. On peut les sentir, on peut les voir, on peut avoir une idée sur les auteurs. Donc, bon, c'est une position un peu scientifique, mais aussi on le sent que c'est un choix axiologique, un peu de valeur chez Hassan Rachid. Même aussi avec les... Ça, quand il parle dans son rôle de consultant, parfois le souci, est-ce que le travail de consultant est-il pas utile avec la population, avec les personnes avec qui il fait les terrains, avec les commanditaires de ces consultations. Donc, et dans ce livre, il partage ça. Donc, je saute. Maintenant, une minute et demie. Hassan Rachid, pourquoi j'insiste sur l'élément biographique? Parce que moi, je le sens. Il y a de l'angoisse dans ce livre. Et il y a de l'angoisse qui le dit clairement, et il y a de l'angoisse qui ne le dit pas, mais au lecteur de les trouver. Première angoisse, c'est l'angoisse du terrain. Hassan Rachid, il dit que faire le terrain, il y a de l'incertitude. Cette incertitude, le non-maîtrise, le citadin qui ne maîtrise pas les choses dans son terrain, surtout dans le rural, ça crée de l'angoisse. Lui, il l'a appelé l'angoisse cognitive. Ça, il l'a dit, noir sur blanc. Mais il y a d'autres angoisses qui ne le disent pas clairement, mais qu'on peut trouver. Il y a l'angoisse de comment rester anthropologue. Lui, qui ne fait plus du terrain physique, je sais pas, parce qu'on peut faire du terrain dans les archives. Et il y a cette angoisse. C'est pour cela Hassan Rachid qu'il fait tout un travail pour nous expliquer qu'il y a l'esprit du terrain. Il n'y a pas le terrain, mais il y a l'esprit du terrain. Et l'esprit du terrain peut continuer avec les chercheurs anthropologues, même s'il a quitté son terrain. Il y a l'angoisse d'être considéré comme anthropologue indigène.
Et il a l'horreur d'être considéré comme un anthropologue indigène, anthropologue chez soi. Même, je pense anthropologue chez soi, c'est un peu une conciliation. Mais être indigène, anthropologue indigène, Hassan Rachid, il la refuse. Il le dit, qu'est-ce qui est différent entre lui et un Américain ou un Français pour qu'il travaille, quand il travaille sur le terrain marocain? Ça veut dire il veut être considéré comme un anthropologue et point. Donc, il fait un travail d'expliquer ça, mais ça, c'est une angoisse. C'est l'esprit qui anime un peu Hassan Rachid dans ce livre. Et cet effort d'expliquer ça au lecteur. Et aussi, l'angoisse, ça c'est moi qui j'exagère cette dimension, c'est l'angoisse de provincialisme. Hassan Rachid, ou même en travaillant sur le Maroc, etc., donc il veut dialoguer avec la communauté anthropologique mondiale. Il ne veut pas être considéré seulement un anthropologue du rituel, du rural, etc. Et c'est ça qui explique parfois comment il utilise son outil de travail, mais sur de nouvelles thématiques comme le nation et nation. Ok, c'est bon. Merci. Bon, excellent présentation. Merci pour cette présentation très riche qui nous replonge en fait dans ce travail extrêmement intéressant. Et malheureusement, je vais devoir ouvrir directement en fait pour 2 questions et donner la parole rapidement pour notre clôture à Marwan. demande à Hassan de venir ici, sinon Rachir allait chez Hassan. Il nous reste vraiment moins de 10 minutes. On va finir à 20h30. C'est pourquoi j'ouvre directement en fait pour 2 questions. J'aurais une question à poser à Marwan. Avec plaisir. J'ai pas malheureusement pas le temps de commenter ton travail, mais peut-être une question. Alors, bonsoir, je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ma question est aussi pour M. Marwan. Vous avez parlé tout à l'heure de... Avant de poser ma question, je veux juste donner un petit peu de contexte parce que je ne fais pas d'anthropologie, je suis un étudiant en première année de doctorat et mon projet de recherche porte sur la littérature postcoloniale et coloniale en Afrique. Et je travaille sur cette question de liminality. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez mentionné un mot, Halfiz, quand vous étiez en train de présenter la dichotomie native-normative, vous avez dit que à Boulogne, c'est ça qui a... Est-ce que vous pouvez élaborer sur cette question de Halfiz? Est-ce que ça correspond aussi à cette question de liminality, people who are transitioning, pourtant sur bien sûr Victor Turner et aussi sur les rites de passage d'Armand de nature? Merci. Super. Est-ce que je réponds à la question? Est-ce qu'on on prend d'autres questions. Okay. Oui, c'est justement ce qu'on c'est la question. Tout a été, quand vous avez ce que vous avez évoqué en gros le chercheur en sciences sociales. Mais quand on a vu la couverture du bouquin, bien fait attention, c'était en sciences politiques. Il est écrit en sciences politiques sur la couverture du bouquin, vous savez, pas de votre bouquin, la couverture du bouquin avec les risques, etc. Attention, faire ceci, faire cela, etc. Si vous regardez, oui, tout à fait. Tout à fait, oui, voilà, tout à fait. D'accord. Et donc ça me semble pas. Autrement dit, voilà, exactement. Et ça, c'est important parce que, à mon avis, ça n'a pas été distingué là dans le cours du. Et c'est pas exactement pareil de revendiquer une thèse en ethnographie, en ethnologie, en sociologie de la culture, en sociologie de ceci, et une thèse en sciences politiques. Donc, je peux imaginer par hypothèse, dans une société libérale, où avec des habitudes, un habitus autoritaire, et ça doit être légèrement différent, ne serait-ce que de prononcer même le mot science politique. Quoi? Je peux faire une thèse en science politique. Qu'est-ce qu'il veut dire par science politique? Qu'est-ce que le politique s'imagine? Oui, donc à mon avis, il y a peut-être une... Alors je ne sais pas si c'est traité dans votre livre, mais à mon avis, il y a des différences entre les différentes sciences humaines. Et pour Soumrachi, j'avais cette question, parce que moi j'ai toujours, justement, avec mes étudiants, souvent j'avais des étudiants, une étudiante juive, qui me dit, bon, j'aimerais bien faire un travail sur le judaïsme, mais je ne peux pas parce que je suis juive. Je dis non.
Au contraire, vous êtes juif, ça veut dire que l'angle de votre judaïté vous donne la possibilité de prendre un certain type de distance, mais en même temps un certain type de familiarité dans la distance que moi je ne pourrais pas prendre. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que je me demande si en fait les phénomènes sociaux sont des phénomènes, ils apparaissent d'une certaine manière, c'est des phénomènes, c'est des phénomènes, c'est pas des faits purs, ça n'existe pas des faits purs, je pense qu'on a la même position là-dessus. Autrement dit, la familiarité intense, parce que je fais partie du milieu, ça doit être chaque fois compris comme une opportunité pour trouver des choses qu'on ne pourrait pas trouver si on n'était pas familier. Et en même temps, en sens inverse, le type qui est totalement non familier, moi ça je trouve ça intéressant, parce que ça m'est arrivé sur des champs de recherche quand j'étais sociologue, de ne pas être du tout familier et me dire, et j'ai l'acteur social qui m'insulte littéralement, parfois, en me disant, je passe sur et qui m'explique mais de quoi tu parles, tu comprends rien, etc. Et moi je me souviens avoir répondu une fois à l'acteur social en question en me disant, ce que je vais dire sur ce que tu fais, c'est exactement ce que tu ne peux pas dire sur ce que tu fais, justement parce que tu le fais. Donc ne t'inquiète pas, j'empiéterai pas sur toi ce que tu pourrais dire, je dirai toute autre chose qui finalement te regardera à un certain niveau. Justement parce que c'est à partir de mon impossibilité de familiarité que je vais avoir un angle que tu n'auras peut-être pas. Et donc finalement c'est complémentaire. Dans les jeux de distance, ils doivent être maîtrisés, et c'est ça la méthodologie, méthodos veut dire chemin, ils doivent être maîtrisés chaque fois, mais toutes les distances en fait se valent pour construire l'objet. C'est juste les deux points, à mon avis. Non, mais c'est un processus. Ouais. C'est même pas, j'ai dit un va-et-vient, mais c'est un processus assez long et assez complexe. Donc sur les différences disciplinaires. Alors sur les différences disciplinaires, absolument, c'est quelque chose à laquelle je vais devoir penser un peu plus en détail. C'est un excellent commentaire. Je ne suis pas convaincu absolument que la science politique a une différence fondamentale dans la façon avec laquelle les chercheurs vivent leur expérience de terrain dans un contexte répressif ou libéral. C'est sûr que, bon, il y a évidemment Vous pensez que c'est un hasard que le bouquin que vous avez montré. Alors, j'ai pas eu et comme par hasard, moi j'ai bien lu, il y avait marqué Guide to Navigating Fieldwork in Political Science, not in Social Science. Alors, j'ai Comment Ouais, j'ai vu, je crois qu'il était sociologue, le français qui s'est fait Ouais, je sais. récemment aussi. Bien sûr. Mais, comme par hasard, là. Alors, j'avais justement ce qui se passe quand on saute une section. J'avais évidemment une section sur la lit review et les livres que j'avais cités qui n'étaient pas Political Science. Il y avait un bouquin de Watts et d'autres qui s'appelle Navigating Fieldwork in the Social Sciences. All right. Que je mettais aussi, que j'avais déconstruit, parce que la plupart de ces chercheurs-là n'étaient pas issus des pays dans lesquels ils travaillaient, mais prétendaient avoir une expérience universalisante du travail de recherche. Donc ils disaient voilà ce qu'on fait. Il y avait aussi Safer Field Research in the Social Sciences, le bouquin par Grimm, Saliba, etc. de 2022, là aussi de Social Sciences, pareil. Là un peu plus, je dirais que le bouquin de Saliba et Grimm est un peu plus humble dans le sens où ils reconnaissent qu'il y a des différences entre les deux groupes. Ils n'ont pas tant ils admettent qu'ils n'ont pas l'espace pour s'y consacrer. Mais au moins ils le reconnaissent. Et puis aussi d'autres livres. Il y a eu donc le livre de Sekli que j'ai cité. Il y en a plein d'autres, mais qui ne sont pas particulièrement liés à la question de la discipline des sciences politiques. Donc c'est un peu ça mon expérience. Mais votre commentaire m'a vraiment intrigué par rapport au fait s'il y a des différences disciplinaires, s'il y a des disciplines qui sont un peu plus faciles à... C'est une question, hein. ça peut être contre-intuitif, c'est-à-dire c'est peut-être plus facile la science politique à un certain niveau. Je ne sais pas, en fait, c'est juste une question. C'est une bonne question. Donc, jusqu'à quel point est-ce que les différentes disciplines influencent ou viennent colorer les risques vécus par les chercheurs? Absolument. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle je vais réfléchir. Au début, quand j'étais étudiant, je me suis inscrit à sciences politiques. Je vous dis un mot. Quand j'ai dit à mes collègues et à mes amis sciences politiques, dans un régime qui était autoritaire, c'était pas le droit à l'économie. Ça s'est écrit ici. Et on faisait que du droit public. J'aurais bien aimé droit public parce qu'on faisait du droit public. Les sciences politiques ici, dans les universités marocaines, ça a toujours été d'abord du droit public. Oui. Mais il y avait des cours de sciences politiques, évidemment. Très bon. Je décris ça très bon.
Histoire des idées politiques, quelque chose comme ça. Même en France, au début, la science politique était internalisée, enfin était un sous-groupe du droit public. L'agrégation de sciences politiques est une création très tardive, c'est 1974. C'est venu de chez vous, quoi. Puis ça a été un petit peu lissé. Ça a changé, ça a changé. Ça a été un peu lissé parce que ça a évolué. Non, ça a beaucoup changé. Depuis les années 60, ça a été un peu de sciences politiques, un peu de droit public, un peu de sciences économiques dans la section Et sciences droit politiques. privé. Et du droit privé, évidemment. Et puis ensuite, la science politique a commencé un petit peu à diminuer dans le cursus dans les matières enseignées. Mais maintenant, il y a des cursus sciences politiques. Mais en fait, ça dépend. Quand on parle sciences politiques au pluriel ou sciences politiques au singulier, ça ne veut pas dire la même chose. Quand on est sciences politiques au pluriel, c'est l'ancienne, comme la Fondation nationale des sciences politiques, où c'est le droit public, c'est mêlé au droit public, etc. Puis à partir des années 70, 74, le politique devient l'objet en tant que tel, sous l'influence de la sociologie bourdieusienne aussi, sciences politiques en tant que tel, objet, rapport de force, domination, etc. Là, ça devient plus embêtant. Merci Raphaël. Une dernière question pour une dernière réponse. Je n'ai pas répondu à la question sur les halvis. Mais rapidement sur la question des halvis, c'est exactement ce dont on a parlé tout à l'heure avec l'étudiante juive qui devait naviguer sa judaïté. Donc c'est une distance particulière, différente, mais c'est une proximité différente par rapport à l'objet de recherche. L'autre question sur laquelle j'aurais aimé m'étendre, sur la question des halvis, c'est comment est-ce que d'autres identités ou d'autres skills qu'on acquiert en tant que chercheur local peuvent protéger le chercheur ou la chercheuse dans son contexte. Donc typiquement, par exemple, le fait d'être bien éduqué ou d'être éduqué à l'étranger ou de parler la langue d'une certaine façon peut également jouer dans le contexte local. Là, on avait par exemple une des raisons pour laquelle une contributrice qui s'est faite menacer de viol par les militaires en Inde, dans le Cachemire rural, n'a heureusement pu naviguer ces défis, ça a été justement parce qu'elle a été perçue comme étant une halvi, donc quelqu'un de un peu plus difficile, plus mystérieux, plus difficile à gérer par ces mêmes militaires. Donc elle-même l'indique, elle dit voilà, la raison pour laquelle on a été relativement clément à mon endroit, c'est parce que j'étais une indienne de haute caste qui parlait anglais d'une certaine façon, etc., et pas une autre chercheuse. Son identité aurait été un peu plus différente, les conséquences de ce même fieldwork, de cette même positionnalité auraient pu être... Petite question légèrement provocante à M. Rachid. Allez. Ne m'en voulez pas. Est-ce que non, mais provoquer, ça veut dire pousser quelqu'un de l'avant. Poussez-moi. Est-ce que la fin du social citée par certains est alors... Pardon? C'est la fin du social, oui, citée par certains, est-ce que c'est à l'ordre du jour? La fin du social? Oui, d'actualité. Oui. J'aurais aussi une question. Est-ce que vous allez pouvoir... Après 8h30. On a dépassé le temps. Non, on peut quand même. Continuer. On n'est pas suisse, allez-y. On a un rapport très dilaté au temps, allez-y. On est au Maroc. On parle du décolonial, donc il ne faut pas se soumettre aux autres représentations du temps. On a le nôtre. Ma question, en lisant votre livre, et une des questions parmi plusieurs qui m'ont été suggérées, c'est celle du débat avec une génération de philosophes marocains et de philosophes arabes autour de la question de la modernité, qui a pris un poids assez fondamental dans la séquence post-coloniale dans le monde arabe. Et en fait, moi, en lisant le livre, après avoir été confronté à la question de la modernité problématisée par les philosophes, je me suis dit, voilà une pratique de la modernité, voilà pas seulement une proposition, mais une proposition majeure pour entrer en fait dans la modernité, ou bien pour embrasser la modernité, dans le sens où cette question de la conversion interpelle, c'est-à-dire sortir du holisme, sortir de l'étude groupale, sortir aussi des grands récits, des grandes structurations, des récits globaux sur le monde arabe, mais aussi reprises et véhiculées par les philosophes arabes eux-mêmes. Et ici, en fait, c'est s'intéresser aux gens, s'intéresser. Donc, est-ce que, mais en même temps, j'ai vu qu'il n'y a pas en fait une conceptualisation de cette question de l'humanisme, alors que pour moi, il y a quelque chose de c'est la deuxième fois qu'on me dit l'humanisme. Bon, je comprends. Ali ibn Khlouf, dans une interview télévisée, m'a dit la même chose. Je comprends. Mais moi, l'humanité, l'humanisme, c'est relativement vague.
ça met dans le même sac beaucoup d'acteurs, sans stratification, sans etc. Moi, je préfère les acteurs, et les acteurs qui sont pas individuels, qui sont relativement décrits en termes de catégories. C'est pas les gens. Moi, les gens, quand j'ai travaillé sur les nomades, il y a les petits, il y a les 100 moutons sans rien du tout, il y a les bergers, il y a ceux qui ont 400, il y a etc. Donc il y a pas, les acteurs, c'est un peu ça. Celui qui a le camion qui continue toujours à nomadiser, celui qui a vendu les chameaux au Gaëtan, celui qui a émigré, etc. Donc je ne peux pas dire humanité, etc. Pour que je comprends. Il y a des acteurs, et il a parlé de l'esprit du terrain. Quand j'ai travaillé sur les acteurs, sur les nationalistes, j'ai fait la même chose. Donc il faudrait que je touche ces nationalistes. Je ne peux pas dire le Daïr Berber, je passe, j'ai décrit le processus, comment il a commencé à Salé. Je ne l'ai pas fait pour Fès, mais je vais le faire pour Fès. Et je touche les gens. Il y a Flan, X, il y a des témoignages. Et ces témoignages me permettent un peu de reconstituer le processus avec les acteurs, avec les espaces. Moi, s'il n'y a pas quand je décris l'histoire, s'il n'y a pas l'espace, je ne sais même pas où ils sont. Je ne sais pas s'ils sont dans une mosquée, dans un club. Là, ils sont dans un club. Ils sont partis dans une zawiya. Ils sont partis à la plage. Je le fais pour Abdo, Mohamed Abdo, je le fais pour l'Afghani. Je dois savoir où était l'Afghani. Est-ce qu'il était dans un club, en train de fumer, en train de boire des choses, etc. Est-ce qu'il était dans une mosquée? Est-ce qu'il était dans un quartier? Est-ce qu'ils étaient chez lui? Et heureusement, encore une fois, parce qu'il y a Nike Kedi, il y a d'autres qui ont fait des biographies, là, des biographies énormes sur l'Afghani. Énormes. Donc il me donne les détails pour restituer ces acteurs dans leur action, dans leur processus. Le costume, quand est-ce que Hassan al-Banna a changé son costume, Haïd Jillabiya, et puis il a pris le costume. Tout ça, c'est important pour moi. Ça prend beaucoup de temps, il faut être très patient. Il y a le hasard des lectures. Sur le terrain, tu peux demander pourquoi la vache est noire. La vache est sacrée, non, il va vous dire pourquoi. Si vous lisez un texte, il y a la vache noire, il y a la vache noire. Bon. Pourquoi elle est noire? Il faudra encore lire, etc. Donc les acteurs, l'humanisme, les acteurs, c'est très important en tant que catégorie. Afghani, Mohamed Abdou, il parlait avec des ingénieurs, il parlait avec des dramaturges. Hassan Benna parlait avec des cyclistes, avec des réparateurs, avec des menuisiers. C'est pas la même chose, le public n'est pas le même. Et ainsi de suite. Et ça prend beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Bon, maintenant, il dort, il hiberne depuis 4 ans ce projet. J'ai dit ce matin que je vais le reprendre un peu bientôt. Donc, les acteurs, toucher les acteurs. Toucher les acteurs. Et les acteurs, pas forcément individuels. Hein. Pas forcément individuels. Donc, alors, il y a sur la fin dissociale, moi, le mot fin. Et pour vous dire la vérité, c'était la fin des nomades. Mon livre, quand j'ai fait un peu la conférence à Khawaïn, le titre, c'était la fin des nomades. Et quand j'ai terminé mon terrain, le nomadisme prend d'autres formes. La fin. Il y a la fin des individus, il y a la mort, etc. La fin d'un type du social, je peux convenir. La fin d'un type du social. D'un type de sociabilité, oui, je peux en convenir, j'ai décrit ça. Alors maintenant, vous avez les puristes qui critiquent les rituels, il y a plusieurs rituels qui ont disparu, y compris celui qui a fait l'objet de mon deuxième livre. Disparu. Il y a la solidarité, les différentes formes de solidarité maintenant en milieu rural. Oui, je peux dire, mais un type d'institution. Mais le social en lui-même, il prend d'autres formes. Les jeunes qui ne veulent plus travailler avec leurs parents et qui ont provoqué par leur action agrégée la disparition de la solidarité qui est très connue au Maroc de la Tunisie, les mêmes jeunes qui vont travailler ailleurs pour ramener, à l'époque, quand je faisais du terrain quelque chose comme 7000 dirhams, 8000 dirhams, les mêmes jeunes vont contribuer pour réparer le pont, pour acheter les nattes pour le. Alors, est-ce qu'ils sont devenus moins solidaires? Non. Ils ont dit tout simplement basta à un type de solidarité qui ne nous convient pas.
ne pouvez plus travailler gratuitement. Je préfère aller faire le même travail ailleurs et ramener mes 8000 dirhams, donner à mon père un peu, voilà, pour faire le souk 2 ou 3 fois, et puis contribuer. Donc il y a ces petits changements qui sont très difficiles à observer de loin. Je le dis, je le répète, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. Et quand ça ne marche pas comme l'angoisse, parce que c'est ça l'angoisse, c'est quand est-ce que ça va marcher? Vous êtes là sur le terrain, est-ce que vous allez sortir quelque chose à partir de ça qui vous convainc, vous d'abord, avant de convaincre votre lecteur? Vous, est-ce que vous êtes convaincu? Il y a plusieurs projets. Moi, j'ai un dossier des projets, comment j'appelais ça, non aboutis. Pas mal. J'en ai parlé un peu ici. Il y a des projets non aboutis sur la famille nucléaire, ça n'a pas marché, bon, ça n'a pas marché, tant pis. Il y a d'autres qui marchent. Alors, je termine par quelque chose qui va intéresser un peu notre ami Marwan. C'est Westermarck, qui est venu au Maroc, un anthropologue finnois, un peu le mentor de Malinowski. Malinowski est très connu, mais pas Westermarck. Un déséquilibre. Il est venu au Maroc en 1899, vers 1903-1904 à peu près, donc il était à Marrakech. Il a planté sa tante Jamel Fna. Il a été un peu. Enfin, on lui a volé ses manuscrits, son argent, etc. etc. Il était allé. Il se baladait avec des revolvers. Hein. Enfin, je me suis intéressé à ça. Donc, parce qu'il y avait très peu de sécurité, l'État n'a pas assuré de sécurité. Donc, fusil, revolver, etc. Alors, imagine un anthropologue qui fait le terrain maintenant aujourd'hui avec un revolver. Et donc, il était allé voir le ministre très connu, le Hajib, le chambellan Mohamed, à Marrakech. Il a commencé à lui dire, nous, quand quelqu'un rentre dans notre maison et qu'on n'est pas égorgé, on est très content. Donc, là, tes petits papiers, la perdue, tout ça, bon, tu peux être content parce que tu n'as pas été égorgé. Et donc, il y a sur Charles Foucault, sur d'autres qui ont conduit leur ethnographie dans un contexte qui n'est pas sûr. Ils étaient obligés de se déguiser, il y a de Segonza qui était obligé de se déguiser, qui était un peu emprisonné par les berbères, etc. etc. Mais c'est bien de voir un peu là où il y a absence d'État, là où il y a trop d'État. il y a beaucoup d'États répressifs, comment les gens se débrouillent un peu pour faire du terrain. Tout à l'heure, tu as fait allusion à une expérience en Algérie. Tu peux revenir là-dessus rapidement. Rapidement, en fait, je faisais mon terrain en Algérie en 2012, donc pendant le... Ouh là là, quelle date. Et en fait, j'avais été très strict en fait sur les gens que j'avais approchés. Et puis j'avais fait un ami au centre scolaire français. Et en gros, j'avais une liste de références. Donc voilà, je parle à telle personne qui a été recommandée par telle personne, donc mes liens de confiance étaient vraiment solides. J'ai fait une erreur. L'erreur est venue donc, du centre culturel français où, à force de venir avec mon ordinateur, je m'étais lié d'amitié avec quelqu'un qui travaillait à la buvette. C'est quel lui Voilà. Très sympathique, on est devenus amis, on a même voyagé ensemble. Puis il m'a dit voilà, j'ai une amie journaliste, fantastique, va lui parler. Et, voilà. Et j'ai parlé à cet ami-là, et dès que j'ai parlé, on a commencé à m'appeler, des menaces au téléphone, qui bizarre, les gens qui dans mon hôtel ne voulaient plus me garder, enfin c'est. Voilà, ils sont partis même voir ils sont même partis voir le musée de la buvette, hein, chez lui, sa famille, là où il habitait, et on m'a arrêté à l'aéroport. Donc on m'a arrêté à l'aéroport, c'était assez traumatisant. Voilà. Ah ouais. D'accord. Mais de l'autre côté, il ne faut pas se plaindre, parce que tant qu'on n'a pas été égorgé... Tant qu'on n'a pas été égorgé, exactement. Ça va voir. Merci. Je dois juste remercier. Juste le remercier. Merci. Excellent. Tu es libre de me critiquer, je suis libre de te remercier. Liberté contre liberté. Non, c'est très intéressant, c'est très intéressant.
On va dîner, n'est-ce pas? On peut discuter en dîner. On va continuer la discussion. Heureusement.